Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Musical Avenue, le podcast, l'émission qui traite de la comédie musicale sous toutes ses formes. Et ce mois-ci, après avoir fait un détour par Londres avec Sweeney Todd, retour en France pour parler des comédies musicales françaises des années 90-2000. Des 10 commandements en passant par Mozart l'Opéra Rock ou encore Le Roi Soleil, notre équipe vous a préparé un tour d'horizon des spectacles qui ont marqué cette période. Je suis Florian et j'ai encore une fois le plaisir d'animer ce nouvel épisode. Et pour parler de ce vaste sujet, je ne suis évidemment pas tout seul. Si le prince de Vérone fait régner l'ordre sur la ville, la première chroniqueuse que je reçois fait plutôt régner la bonne humeur au sein de Musical Avenue. Je parle bien sûr de Stéphanie. Comment ça va Stéphanie ? Salut Florian, salut tout le monde. Si Ginny Lynn avait du mal à choisir entre deux hommes dans les 10 commandements, le dilemme de la seconde chroniqueuse présente aujourd'hui est plutôt de savoir dans quelle ville elle retournera voir Starmania. Je suis ravi d'être accompagné de Chloé. Salut Chloé. Bonjour à tous. Ces bons plans sont aussi efficaces que peuvent l'être les combines de Madame Cassim. Thomas est avec nous aujourd'hui. Salut Thomas. Salut tout le monde, je suis ravi d'être là, merci beaucoup. Et enfin, son nom de famille aurait pu être Soleil, mais elle a préféré opter pour Leroy. Je suis ravi d'accueillir Eve-Marie pour la première dans cette émission. Salut Eve-Marie. Alors comme je l'ai dit, c'est ta toute première participation dans ce podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas ? Oui, bonsoir, donc Eve-Marie, chroniqueuse chez Musical Avenue depuis plus de 2 ans maintenant. Alors, si le principe est de parler de comédie musicale, je vais peut-être me définir via mon top 3. Je l'annonce, il est assez fort, c'est Les Misérables, Notre-Dame de Paris et Cats. Voilà. Pas très joyeux, mais non, tout va bien dans ma vie. je précise. Non, ravie d'être là pour parler des comédies musicales des années 2000. J'étais le public cible à l'époque, donc ça va me rappeler pas mal de souvenirs. Et un peu stressée. Je suis pas du genre à être mesurée dans mes propos, donc je vais essayer d'être objective, constructive, et je vais pas m'emporter à la moindre chanson de Florent Mott. Voilà, sur ce podcast. Rassure-toi, on n'a que la symphonie de prévu, mais en tout cas, t'inquiète, on essaiera de te contrôler. Alors, du coup, les comédies musicales françaises, tout le monde connaît, surtout autour de cette table. Est-ce que vous êtes prêts à en parler, tout le monde ? Oui. Et ben pour commencer, je vous propose de passer en mode Stéphane Bern, puisqu'on va on va lancer cet épisode avec Notre-Dame de Paris. Il est venu le temps des cathédrales, le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire. Alors, Notre-Dame de Paris, ça a eu sa première représentation le 16 septembre 1998 au Palais des Congrès de Paris, sur une musique de Richard Cocciante, un livret de Luc Plamondon, une mise en scène de Gilles Maheu, des décors de Christian Razza, des costumes de Fred Sattal et des chorégraphies de Martino Muller. Au casting, on pouvait retrouver notamment Garou en Quasimodo, Hélène Ségara en Esmeralda, Patrick Fiori en Phébus, Daniel Lavoie en Frollo, Julie Zenati en Fleur de Lys, Bruno Pelletier en Gringoire et Luc Merville en Clopin. Autour de cette table, qu'est-ce qu'on en pense de Notre-Dame de Paris ? Je vais commencer avec celle qui inaugure sa présence au podcast. Je vais commencer avec Eve-Marie. Comme je l'ai annoncé, elle est dans mon top 3, donc je suis pas du tout certaine d'être très objective. Moi, je trouve qu'elle c'est une comédie musicale parfaite. Voilà. C'est vraiment... j'ai un souvenir d'enfance où c'était la Coupe du Monde et Notre-Dame de Paris, l'année 98, voilà. Un double CD live offert par mes grands-parents. J'ai usé mon lecteur disque, voilà, à fond. J'ai écouté à fond La Monture, La Volupté aussi. Je sais pas, j'avais 10 ans, mais j'adorais cette chanson. Je trouve que c'est hyper bien écrit. Vraiment hyper bien écrit, la partition, les paroles, les voix sont là. Et moi, dans les comédies musicales, j'aime les voix, j'aime les artistes. C'est là où vient l'émotion. Je suis moins tournée décor, donc moi, Notre-Dame de Paris, qui est rien du tout, je m'en fous un peu. Il y a 2 tours, il y a une rosace sur la scène. Moi, ça me dérange pas. Après, j'ai un imaginaire qui me permet d'aller plus loin. C'est plutôt fidèle au bouquin.
Je trouve que l'émotion, elle est présente vraiment du début jusqu'à la fin. Les artistes, il y avait un vrai esprit de troupe dans mon souvenir. Il n'y avait pas de stars forcément. J'ai vraiment un groupe de 5-6 personnes qui étaient vraiment au service du show et vraiment de l'œuvre. Que c'est vraiment un collectif que je retiens et des voix super. Hélène Ségara, je trouve qu'elle a jamais chanté aussi bien que dans Notre-Dame de Paris. Je suis pas hyper fan de ce qu'elle fait, mais je dois l'avouer que là sur Notre-Dame, j'ai découvert en fait son talent vocal. J'ai vu la captation après l'avoir vue sur scène. Je l'ai vue très tard. Je l'ai vue dans la deuxième tournée, la tournée 2016-2017. Je l'ai vue au Dôme de Marseille. Je l'ai vue à une occasion qui était quand même assez grandiose parce qu'il y avait Plamondon et Cochiante. Fin de spectacle. Plamondon qui arrive un petit peu arrosé au pastis. Voilà, sur scène. Donc Richard Cochiante le traînait pour qu'il marche jusqu'au milieu de la scène. Ça a été un moment mémorable. On s'est tous regardés, on comprenait pas ce qui se passait jusqu'à ce qu'il y ait eu ce moment d'éclat. On dit OK, donc Plamondon est bourré, très bien. Et pour finir avec un Richard Cochiante qui a chanté Vivre a cappella et ça a été un truc franchement un de mes plus beaux souvenirs dans un spectacle. Voilà, moi j'ai rien à redire. Je trouve que tout va dans le bon sens, tout a sa place en termes de chansons, même si alors du coup il y a pas de théâtre, il y a pas de récit, mais le récit se fait par la chanson. J'aime l'intro, ça se finit dramatiquement, mais ça on est pris quoi. Voilà. Je suis désolée, pas très objective. Alors, je suis obligée de réagir. Moi, justement, c'est ce qui m'a manqué, c'est qu'il n'y a pas de théâtre. C'est-à-dire que je suis peut-être biaisée, mais j'ai découvert Notre-Dame de Paris, pas à cette époque-là, justement, beaucoup plus tard, là, il y a quelques années, quand c'est revenu à Paris. Et donc, j'y allais avec beaucoup de curiosité et d'enthousiasme, parce que j'avais écouté, comme tout le monde, Le Temps des cathédrales, les grandes chansons, on va dire. Hein. Et je me suis dit, tiens, je sentais l'enthousiasme dans la salle des gens qui venaient voir le spectacle. Et en fait, je trouvais que ça chantait très bien. Pas de souci, les chansons sont très belles, etc. Mais j'ai pas été scotchée parce que j'aime quand on passe d'une scène à l'autre, qu'il y a des développements de personnages. Là, on l'imagine bien, mais c'est vrai que j'ai pas été touchée comme l'a pu être Chloé, je crois. Ouais, il faut dire que c'est la première comédie musicale que j'ai vue sur scène en 98. Donc ça remonte un petit peu. Et je me souviens, c'est vrai, de la ferveur des gens dans la salle, notamment au moment où Belle commençait, parce qu'en fait, la troupe avait fait une télé, je crois que c'était sur Graines de Star, un truc dans le genre, et ça avait été un tube direct. Et du coup, je me souviens que tous les gens applaudissaient avant Belle. Enfin, la ferveur des gens dans la salle. Et moi, donc, jusque-là, j'avais connu la comédie musicale grâce à des films, enfin plein de films musicaux, et là c'était vraiment la première fois que je voyais une histoire sur scène. Et je me souviens que j'avais pleuré devant l'attaque de Notre-Dame. Je me souviens de la chanson enfin, tous les moments de Clopin, moi c'est vraiment ceux que je garde en tête. Les sans-papiers, la cour des miracles. Vraiment, je trouve que c'est des super moments. C'est une comédie musicale du coup qui m'a accompagnée vraiment pendant toute mon adolescence, et je l'écoutais en boucle. Et encore maintenant, quand ça se rejoue avec d'autres troupes, j'ai vraiment plaisir à aller la voir. Mon seul bémol à moi, c'est Hélène Ségara. Parce que voilà, je trouve qu'elle apporte pas grand-chose. J'aimais bien Noah déjà, parce que moi j'écoutais le CD aussi, et il y avait Noah qui chantait les chansons, et je trouvais qu'elle avait une superbe voix, que c'était une parfaite Esmeralda. Et en fait, quand Hélène Ségara l'a incarnée, je trouvais qu'elle est minaudée un peu. Et c'est vraiment les moments en fait où elle joue, notamment avec Frollo, je trouvais que c'était pas hyper crédible. Mais sinon, à part ça, j'ai vraiment adoré. Alors oui, il y a pas, enfin c'est pas une comédie musicale au sens propre du terme, avec des passages parlés, etc. Mais je trouve qu'on comprend quand même bien l'histoire grâce notamment au personnage de Gringoire, qui fait un peu le rôle de narrateur, qui brise un peu le quatrième mur avec le public, et qui raconte un peu ce qui se passe au fur et à mesure. Et voilà, donc c'est vraiment, pour moi, c'est parmi mes 3 références de comédie musicale, aussi pour tout un tas de raisons.
Moi, je rejoins Chloé. Bah, effectivement, j'ai pas eu la chance de le voir en 98, il y a 25 ans déjà. Mais je l'ai vu avec Chloé pour la première fois à Mogador, avec une autre troupe, dans une salle donc beaucoup plus petite que le Palais des Congrès. Mais ce qui a permis de découvrir la comédie musicale dans un écrin un peu plus intimiste et qui donnait encore plus de force aux chansons. Le rôle du narrateur de Gringoire, que j'ai trouvé très très fort, surtout sur les chansons comme Florence ou Lune, qui sont un peu des pépites méconnues mais magnifiques. Je pense que les chansons que j'aime le plus dans Notre-Dame, c'est celles qui sont les moins connues. Comme justement celle-là, Où est-elle, ou voilà, toutes ces chansons qui sont très très fortes et que les gens connaissent pas forcément. J'ai saigné l'intégrale, je sais pas si les gens se souviennent, à l'époque c'était une intégrale qui était orange ocre, un peu brillante, qui s'ouvrait avec deux petites pochettes, avec un livret, vraiment un vrai livre, c'était magnifique. Et c'était un bel objet, c'était une des premières intégrales de notre génération, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, le CD était rayé à la fin et j'étais très triste. C'est un problème qu'on n'a plus maintenant avec le streaming. Pour moi, le seul bémol peut-être, c'est que c'est trop long, parce qu'il y a quand même 53 chansons, 2h17 de musique. J'adore ça, hein, mais là, pour le coup, il y a peut-être des chansons où j'aurais dit, bon, là, on peut en passer une ou deux, c'est pas grave, c'est pas un drame. Mais l'avantage quand même s'il y a beaucoup de chansons, c'est qu'elles sont parfois courtes. Et donc, c'est assez agréable. Donc voilà, mais pour le coup, Hélène Ségara m'a pas dérangé, mais je préférais Noah aussi, qui était vraiment incroyable. Et je trouve que les troupes qui sont revenues pour les 20 ans étaient très bien. Il y avait une de The Voice, qui est Iba Tawaji, qui était vraiment très très bien en Esmeralda. Donc là, j'ai quand même hâte de le revoir en novembre prochain pour les 25 ans. Et on voit que ça inspire encore toujours parce qu'il y a un spectacle qui va arriver au Palais de Congrès qui s'appelle La Dame de Pierre, qui rend hommage à Notre-Dame de Paris. Alors pas le spectacle, mais l'édifice. Mais on voit que voilà, année après année, ce bel édifice continue à inspirer les gens. Mais moi, je vais pas non plus déroger à l'unanimité générale. Moi, j'aime beaucoup ce spectacle. Enfin, oui, je vois Stéphanie qui me fait des grands signes en fait au bout de la table, mais non, moi j'aime beaucoup. Enfin, moi après Notre-Dame de Paris, c'est vraiment une de mes premières incursions dans la comédie musicale française parce que mes grands-parents avaient le DVD à l'époque. Et, la jaquette m'avait marqué de Esmeralda justement devant Notre-Dame en flammes. Moi, il y avait un truc, une fascination sur ce DVD que j'ai pas regardé étant, petit et que j'ai découvert bien après. Mais du coup, il y avait ce truc où c'était voilà où il y avait je connaissais Belle, je connaissais Le Temps des cathédrales parce que mes parents étaient ultra fans. Ma mère a poncé le CD en long, en large et en travers. Et c'est vrai que du coup, c'est un spectacle qui m'a marqué. Quand j'ai vu la captation, comme Chloé, moi j'ai pas été justement, ça m'a pas dérangé ce manque d'histoire. Justement, je trouve que tout s'imbrique super bien. Les chansons racontent quelque chose. C'est pas juste on en met pour en mettre, comme d'autres comédies musicales qui essayent de broder un peu justement et pas développer d'histoire. Là, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose. Et les interprètes jouent beaucoup aussi. Enfin, moi, j'adore Garou en Quasimodo. Je trouve que ça marche hyper bien. On en a pas parlé, mais moi, je trouve que ça marche bien. Patrick Fiori aussi, qui a plus jamais refait de comédie musicale d'ailleurs après, parce qu'il disait qu'il avait été un peu surpris par le succès de Notre-Dame de Paris, que ça l'avait un peu oppressé à l'époque. Et alors moi, Hélène Ségara me dérange pas non plus. Mais je suis un peu comme Eve-Marie. Je trouve que justement, elle a des talents que j'ai découverts sur Notre-Dame de Paris. Et puis, je rejoins la vie générale, Gringoire. Vraiment un des plus beaux rôles, je trouve, du spectacle. Et je vais laisser la parole à Stéphanie parce qu'apparemment, elle est pas d'accord. Non, je comprends tout à fait ce que vous dites. C'est juste que, je l'ai découvert pour les 20 ans. Je vais un peu nuancer. Pour moi, Notre-Dame, c'est le bossu de Notre-Dame de Disney. Et en fait, j'ai cet imaginaire de quelque chose de, alors quand même un peu triste, etc., mais d'assez joyeux, de coloré. Et c'est vrai que la version de Notre-Dame de Paris, n'est pas dans cet esprit-là. Donc peut-être que j'avais imaginé d'autres choses. Donc voilà, d'où ma déception. Je rebondis quand même qu'on l'avait vu à Stuttgart ensemble avec Stéphanie, et je rappelle quand même que Frollo se fait exploser au sol d'une violence sans nom. Je suis d'accord. C'est pas non plus le plus coloré, mais je vois ce que tu veux dire. Après, en soi, ça part d'une adaptation du bouquin. Le bouquin est pas hyper joyeux. Enfin, on parle quand même d'une histoire avec un prêtre qui adopte un enfant handicapé, hein, pour résumer grossièrement, et qui veut se taper une gitane. Donc, je résume grossièrement. Donc voilà, non. Après, je comprends en fait, parce que je pense que dans l'inconscient collectif, en fait, l'histoire de Notre-Dame de Paris, c'est beaucoup le bossu de Notre-Dame de Disney. En fait, même moi, avant de découvrir le spectacle, moi j'avais cette version-là. Mais ça m'a pas dérangé dans la mesure où effectivement, quand tu lis après le bouquin de Victor Hugo, que j'ai pas lu entièrement, mais des extraits en cours. Mais oui, effectivement, c'est pas hyper jojo et c'est une histoire qui est hyper triste et hyper dark en fait.
Du coup, je vais en profiter pour rebondir sur Frollo. J'ai oublié de dire, enfin, gros big up à Daniel Lavoie quand même, qui a repris le rôle, et il a une voix incroyable, il interprète tellement bien Frollo, et ses chansons en plus, je trouve que ce sont celles qui ont vraiment le plus de force. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est vraiment vrai. Enfin, pour moi, c'est vraiment les plus belles chansons de Notre-Dame sont celles chantées par Frollo. Et je voulais rajouter aussi une petite anecdote pour montrer à quel point ce spectacle est quali quand même. C'est que en cours de français, quand j'étais au lycée, ma prof qui était fan de Notre-Dame de Paris nous faisait étudier les paroles de la chanson Florence. Et du coup, pour retracer un petit peu tout ce qui se passait à cette époque-là, parce que ça, en fait, c'est vraiment une chanson historique qui parle de la Renaissance, et en fait, c'est vrai que les paroles sont d'une richesse incroyable. Et ce qu'on oublie un petit peu aussi, c'est qu'à l'époque, c'est qu'on connaissait les chansons avant de voir le spectacle. Pour refaire un petit peu c'est que le 18 janvier 98, c'était le lancement de l'album. Et le premier single, c'était pas Belle, c'était Vivre, avec Noah. Et ça, on a tendance à l'oublier. Et que le deuxième single n'est venu que plusieurs mois après, le 15 avril, où là, Belle est sortie, et c'est le succès qu'on a connu. Mais la grande première, elle n'a pas été avant le 16 septembre. Donc on a quand même eu 8 mois à se saigner l'album, ou en tout cas d'abord les singles, puis l'album. Et donc on arrivait au spectacle, on avait envie d'entendre les chansons, chose qui se fait beaucoup moins maintenant, parce que là, pour Molière qui arrive à la rentrée au Palais des Sports, on connaît 3 chansons, et encore même 2, je crois. Mais oui, c'est ça. Mais et donc le temps des cathédrales est arrivé encore après, en novembre, 2 mois après la première. Et après, bah voilà, c'était des millions et des millions d'albums vendus, de DVD et tout ça. Mais c'était c'était différent à l'époque, on va dire. Mais je te rejoins là-dessus en fait par rapport, enfin tu le sens sur les captations de toutes les comédies musicales dont on va parler, qu'il y a l'album qui est sorti avant, parce que dès que les chansons iconiques qui sont sorties en single ou à la radio arrivent, tu as une ferveur dans la salle avec des gens qui hurlent, mais littéralement, c'est-à-dire que dès qu'il y a Belle qui arrive, ou le moment où Quasimodo dit Esmeralda sur sa roue, et t'as toute la salle mais qui explose en cris, c'est incroyable. Franchement, non mais c'est rare de voir ça maintenant en fait dans le paysage de la comédie musicale, qu'elle soit française ou anglo-saxonne, parce que bon voilà. Mais là pour le coup, moi j'ai pas l'impression quand je vais voir des comédies musicales françaises maintenant de cette ampleur-là, d'avoir cette espèce de liesse populaire dans la salle où avant une chanson que tu connais, tu es des hurlements de fans hystériques dans la salle quoi. Et justement, tu parles de succès, et je reviens un petit peu sur les récompenses du spectacle. Faut quand même savoir que ça a eu la victoire du spectacle de l'année et de la chanson de l'année pour Belle, mais également que Belle a été élue chanson du siècle par le public de TF1. Et donc, cela explique pourquoi le ouais pendant la captation. Je suis pas d'accord. Ben, c'est le public de TF1 qui a voté. Et même au Québec, il y a le Félix de l'album de l'année, le Félix du spectacle de l'année et du metteur en scène de l'année, tu vois. Donc on a eu quand même pas mal de récompenses. Et attention, à Monaco, le World Music Award de l'album français le plus vendu dans le monde. Donc il y a quand même eu, et ça c'est des récompenses qui datent de l'époque où le programme que j'ai sous la main. Donc voilà, donc je pense qu'il y en a eu encore après. Donc tout s'explique. Alors, on peut peut-être s'imaginer aussi que ça a eu du succès parce que l'histoire est quand même assez. Quoi, moi je trouve que c'est une des plus belles histoires. Je trouve que c'est encore d'actualité. Moi, quand je l'ai vu, quand il y a les sans-papiers, l'attaque de Notre-Dame, je me dis waouh. Bref, j'ai trouvé ça hyper d'actualité, un peu comme un Starmania aujourd'hui. Donc une histoire qui a été écrite, je sais plus quand, par Victor Hugo, mais 1800 et quelques. Voilà. Et puis la qualité en fait vocale des artistes. Quoi, moi, je me dis, ils sont tous incroyables. Peut-être des choses qu'on perd un peu aujourd'hui. Et moi, j'aime bien quand justement il n'y a pas trop de, tu vois, de théâtre ou de texte et que ça chante et qu'on y va. En fait, la comédie musicale, ça doit chanter principalement. On doit avoir des belles musiques, une belle partition. Et moi, ça m'embarque vraiment à chaque fois. Notre-Dame de Paris de Victor Hugo date de 1831 d'après Google. Et je me souviens que je l'ai lu, c'était un pavé monumental, et je l'ai lu entièrement parce que j'avais adoré le spectacle. Et j'avais annoté les pages. Ouais, j'ai réussi parce que j'étais portée par ma passion pour cette comédie musicale. Et je voulais rebondir sur les sans-papiers aussi. Petit point, Luc Plamondon qui est un visionnaire, qui en fait pour les sans-papiers c'était inspiré de la cathédrale Saint-Bernard, il me semble, en fait où il y avait des réfugiés qui étaient dans cette église d'ailleurs, qui n'est pas une cathédrale mais une église. Et en fait, la police était intervenue, les avait délogés. Et donc, c'est de ça qu'il s'est inspiré. Donc, toujours en écho un peu à l'actualité. Et ça peut toujours faire écho aujourd'hui. D'ailleurs, comme Starmania, j'ai réussi à placer Starmania. Le point Starmania est fait. Merci Chloé. Non, mais je suis d'accord en fait avec ce que vous dites, Marie et Chloé. C'est vrai que c'est un spectacle qui a encore une résonance
actuellement, parce que quand on le voit, ça date de 98. Enfin, on en parlait déjà sur l'épisode de Starmania, comme quoi Luc Plamondon est quand même assez visionnaire sur ce qu'il écrit. Moi, je trouve que tous ces spectacles, bon, à part Cindy, j'ai réussi à caser Cindy, je suis content. Et non, mais voilà, enfin, tu sens que tu peux les regarder à n'importe quelle époque et ça trouvera toujours une résonance sur plein de sujets. On en parlait sur Starmania, sur l'écologie, sur le côté la notoriété. Et non, moi, je trouve que effectivement Notre-Dame de Paris a ça aussi, où, comme on disait, les sans-papiers, où justement, maintenant plus que jamais, c'est un sujet qui est encore d'actualité et qui nous touche. Je pense que moi, si je vais la voir pour la première fois, parce que je n'ai jamais vu sur scène, si j'y vais en 2023, effectivement, je pense que ça me touchera énormément de voir ça sur scène. Juste un fun fact pour nos auditeurs, il faut savoir que c'est une des rares comédies musicales à avoir joué à Las Vegas. Donc se dire que Notre-Dame de Paris a joué à Las Vegas, quand même le contraste est assez saisissant. Voilà, c'était l'info importante du soir. Il me semble qu'elle va se jouer à Broadway là d'ailleurs. Elle se joue actuellement à Broadway. Ouais. Effectivement, elle s'est jouée et ça a eu un grand succès l'été dernier à Broadway. Ça va revenir encore cet été. En fait, la tournée marche hyper bien. Donc non, c'est une histoire qui roule, comme la bosse de Quasimodo. Non, mais c'est ça que je voulais ajouter, c'est qu'en fait, c'est un des rares spectacles musicaux français qui s'est exporté. Alors, il y en a beaucoup qui s'exportent en Asie ou en Russie, mais à Broadway, enfin, outre-Atlantique, outre-Manche, il y en a très peu et Notre-Dame de Paris en fait partie, comme Les Misérables. Non, mais c'est ça. En fait, je trouve qu'il y a une résonance à l'international qui est assez incroyable, parce que du coup, Chloé le disait, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de spectacles français qui s'exportent en Asie, mais qui marchent très bien là-bas. Mais j'ai l'impression que Notre-Dame de Paris, c'est vraiment le seul qui a réussi à s'exporter en fait un peu partout dans le monde et qui a du succès. Et, franchement, on leur souhaite encore de continuer, très longtemps, parce que vraiment, si vous avez l'occasion d'y aller, cette année, n'hésitez pas. Enfin, franchement, allez découvrir le spectacle si vous ne l'avez jamais vu. Redécouvrez-le. De toute façon, je pense que ceux qui ont adoré y retourneront. Mais voilà, franchement, moi j'ai hâte de voir le casting qui vont nous pondre, en tout cas pour cette version 2023. Et de découvrir potentiellement de nouveaux talents, ou en tout cas de redécouvrir des chansons que j'ai adorées sur l'album ou sur la captation. Est-ce qu'on a d'autres choses à redire sur Notre-Dame de Paris? Non, c'est tout bon. Eve-Marie, tu voulais dire quelque chose? Non, peut-être. Moi, un truc qui m'émeut beaucoup, c'est en fait le départ d'écriture du livre. Je sais pas si vous le savez, mais en fait, il avait été retrouvé des squelettes, un squelette de 2 squelettes dans Notre-Dame, dont un squelette difforme. Et c'est de là que Victor Hugo, il a imaginé toute cette histoire. Et ça, je trouve ça super, du coup. Voilà. Et petit point info pour ceux qui veulent voir le spectacle, ce sera à partir du 16 novembre 2023 pour 2 semaines seulement. Donc prenez vos places et soutenez le spectacle vivant. Mais j'avoue, Thomas s'est transformé en chargé de communication pour Notre-Dame de Paris. Si jamais la prod de Notre-Dame de Paris nous écoute, n'hésitez pas, on vous fait la com, il y a aucun problème. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non. Eva, on va passer à la comédie musicale suivante. Est-ce qu'un détour dans le désert des milliers et une nuits, ça vous tente? Oui. Eh ben c'est parti, on va enfourcher les tapis volants puisqu'on va parler des mille et une vies d'Ali Baba. Alors, les mille et une vies d'Ali Baba, ça a eu sa première représentation le 15 septembre 2000 au Zénith de Toulon, sur une musique de Fabrice Aboulker et Alain Lanty, des paroles de Thibaut Châtel et Frédéric Doll, une mise en scène de Joël Lowers, des décors et des costumes de Louis Désiré, des chorégraphies de Bruno Agati. Et au casting, on pouvait retrouver Sébastien Lorca en Ali Baba, Sonia Lassène en Yasmina, Steve Depaz en Cassim, Anso en Madame Cassim et Sinan Bertrand en Génie, et Yamine Dib en Perroquet et en Marchand. Qu'est-ce qu'on en pense autour de cette table? Et je vais vite laisser le micro parce que moi, j'ai un avis assez tranché sur cette comédie musicale et je vais demander à celui qui aime beaucoup cette comédie musicale, je vais passer le micro à Thomas. Écoutez, avons-nous 3 heures? Non, mais pour les millions de vies d'Ali Baba, c'est vrai que pour moi, c'était une des premières comédies musicales que j'ai vues à Paris, où je commençais vraiment à apprécier le spectacle vivant. Et il faut savoir que c'était au Zénith de Paris, dans une configuration un petit peu particulière parce qu'il y avait un orchestre symphonique d'une vingtaine de musiciens. Et c'est assez rare pour le souligner parce que ça n'existait pas à l'époque. Enfin, à Paris, on n'avait pas de comédie musicale avec des orchestres comme ça. Et ça s'est d'ailleurs plus jamais fait après
pour ce genre de spectacle. Donc rien que pour ça, quand le spectacle commence avec une ouverture à la Broadway, avec ses violons, ses trompettes, ses saxos, bah, je dis, oh là là, j'avais les frissons, je signais déjà, j'étais conquis. Et ce que j'aimais beaucoup dans les Mille et une vies d'Ali Baba, c'est que bah pareil, une fois de plus, on avait saigné le CD avant, on écoutait Tu me manques depuis longtemps, À quoi bon, des chansons déjà qui étaient un petit peu catchy à l'époque à la radio. Et en fait, tout le spectacle avait beaucoup d'influences musicales très différentes. Il y avait un peu de jazz, il y avait un peu de rock, il y avait un peu de pop. On passait vraiment par tous les styles. Et ça, c'était vraiment, enfin, c'était quelque chose qu'on connaissait pas. Et il y avait ce grand escalier un peu à la Mistinguett. Il y avait des boas, il y avait des paillettes. D'ailleurs, cet escalier qui était là tout le temps, il y avait plein de trappes et donc les danseurs sortaient d'ici et là. Il y avait une tonne de danseurs, je sais même plus, mais vraiment la production était assez énorme et surdimensionnée pour l'époque parce que ben pareil, on n'a pas vu des comédies musicales à grande échelle comme ça. Peut-être que ça aurait mieux marché dans un théâtre un peu plus petit, mais ils ont parié gros et pour le coup, bah, pour ceux qui ont eu la chance de le voir comme moi à l'époque, et ben c'était quand même assez incroyable. Avec un gros coup de cœur pour le rôle du génie joué par Sinan Bertrand, qui est encore aujourd'hui un excellent artiste de comédie musicale et qui avait des numéros mais fantastiques. Enfin, moi je suis fait pour Broadway, ce numéro-là. Moi la première fois que je l'ai vu, j'étais là, mais je veux ça tous les jours. Et Madame Cassim, jouée par Anso, qui était absolument incroyable, mais moi, hilarante du début à la fin. J'étais passionné par les combines de Madame Cassim. Écoutez cette chanson sur Apple Music ou Spotify. C'est vraiment, c'est un peu comme Cindy, c'est culte en fait. Et c'est vrai que même au niveau des chorés, donc Bruno Agati qui maintenant fait Mix City, que je vous conseille aussi à Théâtre Le Pic en ce moment, bah, il y avait vraiment des trucs hyper originaux, ne serait-ce que pour Nous sommes les 40 voleurs, c'était vraiment hyper bien mis en scène. Regardez la captation. Ou Qui suis-je, une super belle chanson de Sunan Alassane. Enfin vraiment, il y avait plein de belles choses. Alors, on a aussi pas mal de critiques, mais je laisserai les autres en parler parce que je préfère donner le côté positif et je reprendrai le micro après pour redire du positif. Mais pour ceux qui n'ont pas vu, c'est quand même, voilà, ça a 20 ans, mais je trouve qu'il y a quand même des belles choses à retenir. Alors là où je te rejoins, Thomas, c'est que je trouve que c'est un spectacle qui est très audacieux. Je l'ai pas vu effectivement sur scène à l'époque, donc j'ai vu la captation. Alors on prend du recul hein, sur la qualité, etc. Voilà, c'est un peu daté maintenant, mais je trouve effectivement comme toi que le numéro du génie, Sinan Bertrand, c'est très Broadway, donc avec cet orchestre symphonique, on ne peut que saluer l'investissement qui a été fait par la prod à l'époque. Après, bon, l'histoire et puis les jeunes là, enfin Ali Baba, Sébastien Lorca, Sonia Sen, ils chantent très bien, il y a aucun souci, mais voilà, j'ai pas réussi à m'attacher à leur personnage. Je crois que j'ai pas très bien compris l'histoire. Je vais être très très honnête avec vous. Mais néanmoins, je salue l'effort parce qu'il y a des très bons numéros à certains moments, donc je me suis surprise à me réaccrocher à ce que je voyais. Et à d'autres moments, bah, j'ai complètement lâché en me disant mais comment ils ont pu faire un tel spectacle. Donc mitigé quelque part sur le spectacle Alibaba. Moi, je crois que c'est un spectacle totalement incompris. J'ai un souvenir quand j'étais plus jeune, c'était la grande époque, voilà, des comédies musicales, beaucoup de promos télé, radio, etc. Ils étaient passés chez Michel Drucker, Sonia Alassane, c'était Graines de Star. Il avait mis en première partie Johnny Hallyday, Sébastien Lorca, pareil, je crois, avec Lara Fabian. Donc c'était vraiment, il propulsait comme ça des jeunes artistes en promotion. Moi, j'ai pas tout de suite accroché le Tu me manques depuis longtemps, ça m'a pas du tout plu. Par contre, À quoi bon et Ainsi va la vie. qui clôture magnifiquement le spectacle. Ça m'a tout de suite, je sais pas, mon oreille a été appelée. Donc vraiment, moi, j'ai passé mon adolescence à être amoureuse de Sébastien Lorca, hein, voilà, comme ça, voilà. Et en regardant donc la captation il y a une dizaine de jours, je me dis tiens, Sébastien Lorca est toujours aussi bien, il me plaît toujours autant. Non, mais je comprends pourquoi ça n'a pas trouvé le succès en face d'un Roméo et Juliette ou de grosses prods. Qui avaient rien à voir, ils se sont fait balayer. Maintenant, ce qui peut moi me déranger, c'est qu'on retrouve pas du tout les 1001 vies d'Ali Baba. Je vois pas où est le désert, je ne vois pas où est quoi. J'ai pas été pris dans un truc de génie avec le Aladdin, voilà, avec le Aladdin qu'on peut avoir en tête. Maintenant, j'ai trouvé que voilà, les chansons elles étaient super, que c'était musicalement quand même assez fin, parce qu'il y a beaucoup de styles. Que ça chante quand même hyper bien. Voilà. Les mari-femme, Madame Cassim, je trouve qu'ils sont super. Le génie aussi. J'ai eu une petite hésitation sur les costumes. Je suis pas certaine de totalement adhérer. J'ai pas trop compris le style, mais bon, c'est pas grave. Mais ce que j'aime, c'est qu'effectivement, il y a du monde sur scène. Ça bouge. Je pense que maintenant, si on la ressort, elle peut peut-être faire succès. Moi, j'entends aussi des sonorités alors,
de Julien Salvia et Alexandre Vidal. Hein. Je pense qu'il y a un petit peu ces sonorités-là. Donc pourquoi pas, et je prends le pari que si elle ressort maintenant, ça peut avoir du succès. Je te rejoins là-dessus et surtout que quand c'est sorti au niveau du triptyque où il y avait Alibaba, Roméo et Juliette et Les Dix Commandements, tout d'un coup, donc ça faisait beaucoup pour les gens. Et il y avait quand même 2 drames, une comédie. Et au final, c'est la comédie qui en a pâti parce que les gens voulaient voir un peu plus de drame. Mais ça faut savoir, ça s'appelait Les Mille et une vies d'Alibaba, une musical comédie et pas une comédie musicale. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas l'expliquer. Mais c'est vrai qu'effectivement, s'il y avait un petit peu, comme tu le dis, Eve-Marie, un côté fourre-tout au niveau des costumes où ils ont un peu tout pris, ils ont mélangé et puis ils se sont dit on va voir. Mais c'est vrai que c'était très feel good et en fait c'est vrai que c'était une émotion différente des autres spectacles qu'on pouvait voir à l'époque, c'est-à-dire qu'on sortait là-bas dans les années 2000 et on avait la banane, on avait encore ces cordes, ces sacs, ces chorés en tête et c'est vrai que c'était assez inédit. Donc c'est peut-être pour ça que c'était incompris. Je pense que maintenant, effectivement, avec Ludovic Alexandre Vidal et Julien Salvia, ce genre de comédie musicale remarcherait peut-être. Qui sait, peut-être un jour un revival. Hein. Alors moi, je vais commencer par un point de gossip, parce qu'on en a toujours besoin dans un podcast. Donc, Sébastien Lorca était avec Lara Fabian. Non. Oui. Voilà. Je ne sais pas si ça va servir le podcast, mais je vais donc poursuivre. Donc moi, c'est la seule comédie musicale de la liste que je n'avais pas vue sur scène. Donc je me suis rattrapée avec la captation il y a peu. Je ne saurais pas vous dire si j'ai regretté ou non. En tout cas, je vais commencer par les points forts. Donc l'orchestre symphonique sur scène, c'est vraiment, pour les comédies musicales de l'époque, c'était très rare, donc c'est vraiment pour moi le gros point fort. Le personnage du génie fait pour Broadway, avec plein de clins d'œil dans son premier morceau aux comédies musicales de Broadway, j'ai trouvé ça très sympathique. Et de manière générale, les personnages secondaires, donc Madame Cassim, son mari, tout ça, voilà, je trouvais qu'ils étaient assez haut en couleur, assez sympathiques. Maintenant, j'ai résumé ce que j'ai compris de l'histoire. Une histoire d'amour et de gros sous sans grand intérêt. Et deux énormes points noirs qui sont pour moi donc Sébastien Lorca, hein, j'aime bien me mettre à contre-courant de tout ce que vous dites, qui pour moi, le pauvre garçon est mignonné mais joue très mal. Et ensuite les dialogues. Donc j'en ai noté 3. Yasmina, mais tu veux dire que... Allez, salut. Alors moi je vais aller vraiment, je vais rejoindre Chloé en fait sur mon avis. Je suis désolé, mais alors moi j'ai découvert la captation il y a littéralement 4 jours depuis l'enregistrement de cet épisode. J'ai eu une page remplie de notes pour ce podcast, mais vraiment en fait ça passait de ouverture avec la voix de l'âne de Shrek, parce que on rendant hommage à Médondo quand même, qui est décédé il y a quelques années de ça, mais qui fait la voix dans l'ouverture. Et qui est passé après à c'est quoi ces costumes, les yeux en surimpression sur le numéro d'ouverture, on en parle, mon dieu que c'est cheap, pour passer après à Sébastien Lorca peut me rouler dessus quand il veut. Voilà. Non, je suis hyper mitigé sur ce spectacle. Enfin, je vraiment, en fait, j'ai terminé. Je suis même pas mitigé. En fait, je suis hyper négatif et je suis désolé pour ceux qui aiment, mais vraiment, moi, j'ai terminé mes notes en disant c'était vraiment claqué au sol. Mais non, j'ai pas compris. Vraiment, je suis rentré dans ce spectacle avec beaucoup de bonne volonté et c'était très long. Je rejoins sur les personnages secondaires qui m'ont sorti un peu justement de ma torpeur, parce que vraiment c'était très compliqué. Je trouve que l'histoire est très compliquée à suivre. Tu sais pas si ça se passe dans un monde moderne, tu sais pas si c'est dans les mille et une nuits. Enfin, il y a un truc très moderne en fait qu'ils ont voulu mettre dans cette comédie musicale, qui fonctionne pas du tout, je trouve, au niveau des costumes, comme disait Eve-Marie, en fait, où c'est très moderne, mais d'un côté, c'est hyper vieillot. Moi, j'ai noté d'ailleurs que les 40 voleurs, c'était les Rapetou dans Picsou. Vraiment. Et que tu comprends pas pourquoi il y a un mousquetaire, enfin, il y a plein de trucs, t'as l'impression d'être au carnaval, en fait. Donc, ouais, je suis vraiment très, très, très négatif sur cette comédie musicale, et je m'excuse vraiment pour tous ceux qui ont aimé cette comédie musicale. Moi, dans les points que je note, il y a quand même du positif dans le sens où je rejoins Eve-Marie pour le coup sur la partition. Il y a plein de styles musicaux et je trouve que c'est un peu ce qui fait la richesse. Après, effectivement, ça manque de cohérence et de toute façon, ça se ressent aussi dans les décors. On n'a pas forcément parlé des décors, mais ces espèces de buildings avec des lumières des années 70-80, c'est moche. Désolée pour les personnes qui ont travaillé sur les décors. Et en fait, on se pose question parce que c'est une très grande salle. Effectivement, la salle n'était probablement pas adaptée, mais la scène fait presque vide à beaucoup de moments.
Et dans ces moments-là, on a envie de voir les costumes, etc. Et comme ils sont moches, on va se dire les choses, c'est franchement dommage. Mais c'est vrai que ce serait rejoué dans un théâtre plus modeste, je pense que ça peut très très bien marcher. Après, pour les décors, t'avais quand même une volonté artistique de faire justement ces immeubles en contre-plongée qui sont quand même assez novateurs, je pense, pour l'époque, parce que en gros, pour résumer, il y a quand même 3 buildings, je crois, sur scène, dont un qui a un grand escalier qui peut s'ouvrir. Et vraiment, moi, je trouvais ça assez intelligent dans certains trucs de mise en scène. Bon, après, on va pas parler du repère d'Ali Baba qui est littéralement un baril et un parasol. Voilà, c'est chez Ali. Eve-Marie me le fait remarquer. Mais voilà, enfin, vraiment, il y avait des moments où je me suis dit, il y a plus de budget pour les décors. En fait, tout est passé dans la structure centrale de ces escaliers. Tout à fait, Florian. Mais il y a quand même une scène au départ qui a fait un peu penser à celle du Roi Lion, où il y a tous ces donc buildings qui sont, il y a un espèce de grand voile un peu sablé, avec comme si le soleil se levait et tout d'un coup, ce voile s'enlève. Et il y a un petit côté Circle of Life qui n'est pas pour pas me déplaire. Donc ça ne veut rien dire. Mais il y avait quand même des idées. Alors tout n'était pas bon, mais tout n'était pas acheté non plus. Non, mais je suis d'accord il y a certaines idées de mise en scène qui sont bien. Tu vois, vraiment, comme tu dis, justement, le côté dune de sable où je me disais, dis donc, ça va être dur de jouer pendant 2 heures sur ce décor-là, où je me suis dit, waouh, bah là, ok, là, t'es sur Alibaba. Et en fait, quand le voile qui recouvre les buildings s'enlève, t'es là en mode, on part sur un truc moderne. Et je ne comprends pas. Vraiment, là, c'est vraiment, ils m'ont perdu. Et ils ont jamais réussi à me rattraper parce que je trouve que, enfin, après, on le disait, il y a plein de styles différents et je comprends, il y a des chansons qui m'ont marqué. Enfin, bon, après, dans le mauvais sens aussi, hein, les combines de Madame Cassim, moi, je peux plus l'entendre pendant au moins 20 ans parce que j'ai noté dans mes notes, il y a marqué, Madame Cassim monte une arnaque pyramidale. Vraiment, c'est au salon de coiffure. Donc voilà. Mais franchement, il y avait plein de bonnes idées et je trouve qu'elles sont pas utilisées et je trouve ça hyper dommage. Vraiment. Mais de mémoire, il y a eu un succès critique, mais pas spectateur, en fait. Donc ça, c'est plutôt étonnant. Moi, les décors, j'ai toujours pas compris, hein, donc c'est pas ça ce que je retiens, mais c'est un peu moi le spectacle feel good et qui dépasse un peu l'entendement, voilà. Oui, parce que moi la musique j'aime, donc je retiens les partitions, ok, mais en fait il y a plein de trucs qui vont pas, je le sais, mais quand même je suis embarquée dans le truc. Je trouve que Anso, elle est vraiment, c'est elle qui porte quand même le spectacle avec le génie. Et même le père dans Les 40 voleurs est pas mal aussi, l'histoire avec sa fille, bon voilà, ça passe. Mais il y a un truc quand même qui fonctionne malgré tout. Et oui, donc Sébastien Lorca, il est beau, mais ça s'arrête là, voilà. Mais Sonia Lassène, je reviens, sa voix, moi, me plaît énormément et elle a des belles envolées. Voilà, Anso aussi. Hein. Je suis d'accord aussi sur le fait que, j'ai oublié de le dire tout à l'heure dans les points forts, mais Sonia Lassène, effectivement, a une très jolie voix et de manière globale, ça chante très bien dans cette comédie musicale. Et aussi, l'autre aspect qui diffère un peu des deux autres comédies musicales qui étaient un peu les rivales à l'époque, c'est-à-dire Les 10 Commandements et Roméo et Juliette, c'est la variété justement des styles musicaux qu'il y a dans cette comédie musicale. C'est-à-dire on passe un peu du reggae au western avec l'arrivée des 40 voleurs. Je trouve que c'est sympa. Ça fait un peu Disney par moment, mais ça change un peu des mélodies très Obispo des 10 Commandements qui sont finalement un peu toujours sur la même note. Et voilà, c'est vrai que c'était un spectacle quand même globalement coloré et feel good. Moi, j'ai juste un truc à dire. Est-ce qu'on peut parler du prénom de la fille du chef des 40 voleurs qui l'appelle Phias? Vraiment. Moi, j'ai explosé de rire quand j'ai compris parce qu'au début, je pensais qu'elle s'appelait Phineas. Vraiment. Et je me suis dit, c'est un nom quand même assez particulier pour une fille. Et en fait, quand j'ai lu la fiche Wikipédia et que j'ai vu Phias, je fais, d'accord. Ok, très bien. Non, mais enfin, après, oui, je vous rejoins, ça chante très bien. Ça, je vais pas, je peux pas dire le contraire. Il y a vraiment de très belles voix. Et franchement, c'est comme disait Marie, je trouve que Anso et Sinan Bertrand portent le spectacle vraiment, et même Steve Depaze qui est en fait le comic relief rigolo. Et justement, moi franchement, je trouve qu'ils jouent très bien tous les trois. Bon, le couple principal, voilà, on en pense qu'on en pense, mais c'est vrai que Sonia Lassène chante excessivement bien. Je suis entièrement d'accord. Moi, j'étais charmé quand elle commençait à chanter. Et c'est vrai que potentiellement, ce que disait Stéphanie tout à l'heure, pourquoi pas un revival avec des nouvelles têtes, et je pense peut-être une nouvelle mise en scène, je pense que ça pourrait fonctionner maintenant. Est-ce que c'était pas trop novateur pour l'époque, justement, où c'est sorti, parce que c'est beaucoup d'expérimentation aussi, les années 90. Donc, est-ce que c'était pas trop novateur, justement, et que le public s'est détourné de cette comédie musicale?
C'est vraiment la grosse question en fait. Et un peu, je pense un peu comme Cindy, mais ça on a déjà eu l'occasion d'en parler. On peut peut-être dire qu'on va retrouver Yamin Dib dans Alibaba et qu'on retrouve là dans la suite de tous les spectacles qu'on va écouter là, voilà, qu'on aime beaucoup ou qu'on aime moins dans certaines propositions. Non, et quelque chose aussi dont on a peu parlé sur ce spectacle-là, c'est les visuels. C'est-à-dire que, on parlait tout à l'heure d'Esmeralda devant Notre-Dame en feu, c'était incroyable. Là, on comprend pas trop. Effectivement, il y a quand même un bonhomme en noir pendu à un cœur vert sur une tour faite de on sait pas trop quoi. Le visuel était peut-être assez nébuleux aussi pour l'époque et les gens ont pas trop compris ce qu'ils allaient voir. Donc ça a peut-être aussi joué en la défaveur du spectacle. Il faut quand même qu'on finisse sur une note positive. Il y avait un fauteuil incroyable en forme de lampe d'Aladin où le génie était dessus. Voilà, c'était pour finir sur une note positive. Très beau fauteuil. C'est vrai qu'il était incroyable ce fauteuil. Et je pense qu'on a dit assez de choses sur Alibaba. Hein. On va pas non plus trop l'écorcher. On va passer au musical suivant. Est-ce que vous connaissez les 10 commandements par cœur autour de cette table? Oui. Pas loin, oui. Ça tombe bien parce que pour ceux qui ne les connaissent pas, on va pouvoir les réviser avec le musical suivant. Ce sera nous dès demain. Ce sera nous le chemin pour que l'amour nous saura se donner, nous donne l'envie d'aimer. Alors, les 10 commandements, ça a eu sa première représentation le 4 octobre 2000 au Palais des Sports de Paris sur des chansons de Lionel Florence et Patrick Guirao, une musique de Pascal Obispo, une mise en scène de Eddie Chouraki, des décors de John Tito Burchiellaro, c'est compliqué à dire, des costumes de Sonia Rykiel et des chorégraphies de Kamel Wally. Et au casting, on retrouvait Daniel Lévy en Moïse, Ginny Lynn en Nefertari, Ahmed Mouissi en Ramsès, Nourit en Sephora, Pablo Villafranca en Josué, Anouarine en Yoké Badia, El Naïm en Myriam et Pedro Alves en Aaron. Autour de cette table, qu'est-ce qu'on en pense des 10 commandements? Alors pour une fois, je vais dire un truc positif sur une comédie musicale française. J'ai en fait beaucoup écouté le CD à l'époque. Je l'avais pas vu sur scène, mais je reconnais que la chanson Mon frère, moi en particulier, me touche beaucoup. Je la trouve vraiment magnifique et ça chante vraiment très bien. Donc c'est un CD que j'ai écouté voilà, en boucle, Ginny Lynn, enfin tous ils sont extraordinaires. Et en revanche, dès que je l'ai vu sur scène quelques années plus tard, j'ai pas très bien compris ce que je voyais. J'ai trouvé que ça chantait un peu moins bien et c'est comme s'il y avait un contre-coup, une vraie déception de se dire que c'est pas aussi bien que le CD. C'est pour ça que j'ai toujours du mal maintenant aujourd'hui quand je vais à Broadway ou dans le West End, je me dis non, il faut surtout pas que j'écoute le CD parce que ça peut avoir un effet déceptif. Et là, moi, c'est exactement ce qui s'est passé avec Lydie Commandement. J'y allais vraiment avec un enthousiasme fou. Il y avait une bonne énergie dans la salle, mais parce que ça ne chantait pas aussi bien, j'ai eu encore plus de mal à m'accrocher au spectacle en lui-même. Donc 2016, moi, cette version-là, je l'ai pas vue. Je sais juste qu'elle a été assez décriée parce que Obispo et Dovatia s'étaient désolidarisés du projet et je crois que du coup ils l'ont fait un peu au rabais. Enfin, je suis pas dans les coulisses du truc, mais je crois que du coup ils l'ont pas fait comme ils voulaient. Après, la version 2001 que j'ai vue sur scène était magnifique visuellement et vocalement, enfin tout, il y avait beaucoup de choses à voir. Il y avait un budget phénoménal, il y avait peut-être trop de choses à voir d'ailleurs, c'était immense. Il y avait des trucs partout. C'était vraiment une comédie musicale que j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup écouté l'album. Je tiens juste à dire que les chansons étaient très longues. Plus de 5 minutes parfois pour les chansons, c'était assez rare pour les comédies musicales de l'époque. Et parfois, c'est vrai, je me disais, en fait, la chanson-là ne finit pas. Voilà, mais c'était, voilà, il y a des morceaux que j'adorais, notamment Mon frère. J'étais en larmes sur scène quand j'ai vu ce moment avec Ahmed Mouissi et Daniel Lévy qui était incroyable dessus. Et il y a une chanson aussi, une de mes chansons préférées, qui était une chanson pas connue du tout, des 10 commandements, qui était le moment où en fait Moïse se rebelle et protège un Hébreu qui est en train de se faire frapper par un Égyptien, ce qui va amener d'ailleurs du coup à son exil par Pharaon, qui est Je n'avais jamais prié, qui était composé par Calogero. Et cette chanson, j'aimais beaucoup. Pareil, Ginny Lynn, c'est vrai que ces morceaux, l'inacceptable, tout ça vocalement, elle était incroyable, donc ça reste vraiment des morceaux que j'aime bien réécouter encore maintenant. Et je vais cette fois-ci terminer cette première prise de parole par un autre gossip. Peut-être que vous le connaissez, mais
Roberto Alagna, que nous avons découvert récemment dans Al Capone, a dit dans une interview qu'il avait été approché une première fois par Pascal Obispo pour interpréter le rôle de Moïse avant Daniel Lévy, mais qu'il avait refusé pour des questions d'agenda. Je ne sais que dire. Comment rebondir Non, moi, mon souvenir des 10 commandements, c'est encore, je reviens dans mon enfance parce que c'est un souvenir télé où le clip de L'envie d'aimer, je le revois parfaitement. C'était vraiment on était martelés. C'était vraiment le grand paquebot des comédies musicales à l'époque. Donc on n'a pas pu passer à côté. Moi, je l'ai pas vu à l'époque, je l'ai vu en 2017. Et c'est l'époque en 2017 où je commençais à aller au spectacle et je me disais, il faut voir au moins 2 fois les spectacles. Donc j'ai vu les 10 commandements le samedi et le dimanche au Dôme de Marseille. Moi, en fait, j'ai un souvenir très positif. J'aime beaucoup. Je peux pas dire que toutes les chansons m'embarquent. Je trouve que c'est assez inégal. Il y a des très grandes chansons et puis il y en a des beaucoup moins bien. J'ai un vrai souvenir sur Je laisse à l'abandon qui m'a vraiment bouleversée. Alors que j'étais pas trop prête. Je m'attendais pas à ça. Scéniquement, au niveau de la scénographie, un truc immense, des couleurs de costumes assez incroyables aussi, des maquillages très forcés, mais qui représentaient bien aussi le maquillage des Égyptiens notamment, donc c'était assez super. Et un souvenir, oui, de l'envie d'aimer qui va bien en fait au moment du spectacle et qui embarque tout le monde et qui a du sens, mais avec quelques longueurs, avec quelques aussi déceptions au niveau des personnages secondaires. Moi, j'ai trouvé qu'on les voyait pas assez. Donc il y avait pas mal de lenteur quand c'était du côté des Hébreux là, parce que c'était divisé de mémoire. Hein, la scène était divisée, les Hébreux à droite et les Égyptiens à gauche. Donc voilà, je suis assez mitigée. J'ai beaucoup aimé, mais j'en garde pas un souvenir de dingue musicalement, mais scéniquement, oui. Par contre. Effectivement, je te rejoins aussi. C'est moi, c'est une des premières que j'ai vues après Alibaba. J'étais au premier rang sur la droite, je me souviens. Pile au Je laisse à l'abandon où elle lâche Moïse dans l'eau. J'étais là. Et ça m'avait marqué parce que je me souviens de ce grand rideau qui tombait et paf, c'était vraiment le début des grandes comédies musicales des années 2000. Et pareil, là, on aurait aimé l'orchestre de 25 musiciens parce que c'est violon de partout. Et je l'avais revu à Bercy après en 2016-2017 dans ces eaux-là. Bon, clairement, c'est pas le genre de spectacle qui est fait pour Bercy parce qu'on ne voit rien, alors que le Palais des Sports ou Dôme de Paris maintenant est quand même beaucoup plus adapté à ça. Et je rejoins un peu sur l'inégalité des chansons, c'est qu'il y a vraiment des chansons incroyables. Moi, alors pour citer celles qui n'ont pas été citées, il y a quand même La peine maximum aussi qui était un sacré tube. Moïse qui est un peu moins connu et qui a un solo incroyable de Yael Naïm qu'on connaît maintenant, mais qui à l'époque s'appelait juste Yael et qui était fabuleuse. Et pareil pour la chanson Mais tu t'en vas aussi qui était sublime. Et enfin, il y avait l'inacceptable, Passion Ginny forcément, que vous pouvez retrouver en ce moment dans le concert des comédies musicales dans toute la France. Bon, l'acte 1, je sais plus pourquoi la fin il me manquait une grande envolée. Je ne sais plus sur quelle chanson c'était, mais c'était pas, il me manquait quelque chose. Mais bon, et pour la petite anecdote, parce que point potin, L'envie d'aimer à la base c'était une chanson uniquement chorale, il devait pas y avoir de lead sur cette chanson, mais ça ne fonctionnait pas. Ils arrêtaient pas de dire mais ça marche pas, qu'est-ce qui va pas? Et il y a Daniel qui a dit moi je veux bien essayer. Et au final, voilà, on connaît l'histoire, mais voilà, grâce à lui qui s'est dit tiens, je vais prendre le lead sur la chanson, ça a fait le succès qu'on connaît maintenant. Et pour le coup, non, ça reste quand même un beau spectacle. On sera content de le revoir si ça revient un jour, parce que c'était quand même chouette. Je vais juste rebondir sur ce qu'a dit Thomas sur la fin de l'acte 1. Il y a le début de l'acte 2 aussi qui est très long, avec le buisson ardent. Et cette scène, elle est interminable, j'ai l'impression. Mais sinon, oui, c'était quand même un beau spectacle. Et aussi, on n'a pas parlé du fait que c'était mis en scène par Heidi Chouraki. Du coup, c'est très cinématographique. Et la musique qui accompagne derrière, même les moments qui sont juste instrumentaux, je trouve que c'est hyper léché comme mise en scène et très adapté pour le cinéma. Et c'est un point fort du spectacle. Oui, et au-delà de ça aussi, il y a également les chorégraphies de Kamel Wally qui étaient encore un peu moins connues qu'aujourd'hui à l'époque. Et vraiment, les chorés étaient incroyables. Déjà, ils étaient 150 sur scène, enfin pas autant, mais ils étaient quand même beaucoup. Et avec les costumes un peu égyptiens, c'était vraiment, il y avait vraiment ce côté cinématographique et fabuleux qui était vraiment agréable à voir sur scène. Moi, du coup, je suis un peu comme tout le monde, hein, de toute façon. Je pense que ça va être un peu le running guide de l'épisode, mais moi, j'ai découvert ce spectacle grâce à ma maman qui écoutait L'envie d'aimer à donf et une autre chanson qui est Le dilemme, qui est chantée par Ginny Lin. Alors encore une fois, tout Thomas, Passion Ginny Lin, je rejoins là-dessus. Et vraiment, en fait, moi, j'ai plus écouté Le dilemme qui m'avait marqué à l'époque, parce que je trouvais que cette chanson était hyper bien écrite et tout. Enfin,
Après, moi j'ai peut-être un peu plus de réserve sur le scénario du spectacle, où si tu ne connais pas l'histoire des 10 commandements, tu ne comprends rien. Vraiment, moi j'ai découvert du coup la capta il y a quelques jours avant l'enregistrement, et vraiment, je trouve que pour quelqu'un qui ne connaît pas ce mythe, il est perdu. S'il y a énormément d'informations, tu ne comprends pas, il n'y a pas de dialogue, donc du coup tu peux pas te resituer dans l'histoire, et tu comprends pas pourquoi Moïse prend 20 ans dans la gueule entre l'acte 1 et l'acte 2. Enfin vraiment. Et non mais oui, ils l'ont peinturé les cheveux et la barbe en blanc, enfin vraiment. Et je sais pas, moi c'est vraiment ce qui me manque en fait, c'est cette espèce de cohérence narrative que tu ne retrouves pas. Alors c'est des très beaux tableaux, il y a plein de choses très positives, ça chante super bien. Comme disait Chloé, la mise en scène elle est hyper cinématographique, et comme on disait tout à l'heure, il y a les Égyptiens d'un côté et les Hébreux de l'autre. Ça change du coup de point de vue, je crois, dans l'acte 2 où c'est vraiment full hébreu et les Égyptiens interviennent de temps en temps. Mais alors après, moi j'aimerais qu'on crève l'abcès aussi sur les captations des années 90-2000. Il faut arrêter les surimpressions, parce que vraiment là les hiéroglyphes incrustés à certains moments du spectacle, et j'ai failli vraiment faire une crise d'épilepsie sur les 10 plaies d'Égypte. Vraiment, c'était horrible. La captation, alors je sais que ça date des années 90, mais c'est kitschoui à l'extrême. Ne faites plus jamais ça si vous faites de la captation de spectacle, s'il vous plaît. Mais non, je reconnais que c'est un très beau spectacle, et que j'ai beaucoup apprécié le visionnage, vraiment, et les décors sont ouf, et je regrette de pas l'avoir vu sur scène. Et encore une fois, je renouvelle ma passion pour Ginny Lin. Je trouve qu'elle a les plus beaux moments du spectacle. Il faut, vraiment, moi, l'inacceptable m'a fait chialer quand je l'ai vu. Vraiment, j'ai une petite larme qui a coulé et je m'y attendais pas. Oui, puis c'est un spectacle qui a coûté extrêmement cher aussi. Je me trompe peut-être, mais j'ai le sentiment qu'ils ont fait appel à des gens qui n'étaient pas issus de la comédie musicale. Sonia Rykiel, je crois que c'est même pas du théâtre ou de l'opéra, mais donc il y a eu aussi une équipe créative assez différente et qui amène effectivement un regard un peu autre et qui est plutôt très quali. C'est très racé, effectivement. Moi, j'ai un peu de mal quand même avec les musiques un peu radio, en fait, de Obispo. Je trouve on entend beaucoup Obispo, voilà, derrière ça, et ça manque un peu de personnalité de temps en temps, mais on voit quand même la grosse machine et qui embarque tout le monde. On est avec Moïse, en tout cas, quand il sépare. Il sépare l'eau à un moment donné, oui, hein, il sépare la mer en deux. Ouais, voilà, j'étais bien là. Donc non, mais voilà, je me rappelle l'investissement financier à l'époque. Il y avait beaucoup de reportages là-dessus en disant que voilà, il fallait vraiment faire des entrées, mais un peu comme Starmania aussi, hein, cette année. Je te rejoins, Florian, là-dessus sur l'histoire, et je trouve que pour le coup, le Prince d'Égypte a su mieux expliquer, à Londres, pour le coup, le Prince d'Égypte à Londres, a su mieux expliquer l'histoire que les 10 commandements, mais effectivement, on voyait qu'il y avait du budget. Sauf sur les 2 plaques de plexiglas, j'ai quand même un doute là-dessus. Même si la chanson Devant la mer de Pedro Alves était incroyable, ce petit passage, je me dis, bon, il aurait peut-être pu avoir les draps, ça fonctionne bien parfois quand même. Parce qu'on voyait les traces sur la capta, on voit les traces des mains sur le plexi. Bon, ça, on a peut-être un doute. Et on a également un doute sur Libre de Yael Naïm. On l'adore, mais c'est comme, on n'était pas sûr d'avoir besoin d'épeler le mot pendant toute la chanson. 5 minutes 43 de disait Chloé tout à l'heure. Non, puis c'est surtout que cette chanson, elle arrive à un moment hyper dramatique. Après, juste un moment hyper dramatique où tu te tapes, mais un max d'émotions. Et là, t'as Yael Naïm qui gueule Libre, et vraiment, t'es là, wow! Je me suis vraiment senti agressé par cette chanson. Enfin, quand elle arrive, j'étais là, moi vraiment, j'étais pris dedans. Et là, t'as Libre qui arrive. Waouh, je trouve que ça te coupe l'émotion, et je trouve qu'il y a plein de ruptures de ton comme ça dans ce spectacle où tu passes d'un moment hyper dramatique et d'un seul coup tu switches mais totalement sur un truc très léger. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a gêné, c'est que vraiment il y a des ruptures de ton qui sont pas très à propos. Donc je pense que réécrire ce spectacle, ça serait pas mal, justement, peut-être modifier l'ordre de certaines chansons. Et je pense que ça pourrait être incroyable. C'est vrai que quand on regarde la promo, ils appellent ça la plus belle histoire de tous les temps. Moi, je suis comme toi, Florian, quand j'ai revu la capta, sincèrement, je me suis dit, waouh, heureusement qu'on connaît les grandes lignes de l'histoire, parce que sinon, la cohérence, encore une fois, moi, je recherche beaucoup la cohérence et le livret. Là, c'est vrai que c'est pas vraiment ce type de spectacle. Et pour autant, dans ce que j'ai vu par rapport à la capta, c'est là où je peux faire le comparatif, la version que j'ai vue, au rabais, de ce que j'ai compris de ce que tu dis, Chloé, il y avait beaucoup de vidéos, en fait. Il y avait quasiment rien en décor, c'était quasiment de la vidéo, et ça faisait cheap à mort, parce que c'est le genre de spectacle où on veut
voir un peu du waouh, c'est du grandiose, plus belle histoire de tous les temps. Et là, j'ai pas retrouvé ça. Et Ça reste du grand spectacle. Enfin, sur la version justement de 2000, je trouve qu'il y a quand même ce truc très cinématographique et effectivement les décors sont grandioses. J'ai pas vu la version de 2010, enfin 2016, 2017, donc je peux pas comparer effectivement. Mais je trouve que ça reste quand même une des grandes fresques musicales françaises qu'on ait pu avoir, comme on a pu l'avoir sur Notre-Dame de Paris. Mais voilà, enfin, mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose. Moi, j'en attendais rien du tout parce que j'avais l'impression, en fait, j'avais peur d'être déçu en le voyant parce que c'est un spectacle dont tout le monde, enfin, même les gens qui n'aiment pas la comédie musicale te disent, c'est vraiment un des spectacles qu'on adore. Et t'as toujours cette appréhension d'être déçu parce que tu sens ce genre de truc où tout le monde te dit c'est génial, c'est génial, c'est génial. T'as toujours cette petite appréhension. Et vraiment, je comprends pourquoi il y a autant de gens, même ceux qui n'aiment pas la comédie musicale, qui accrochent. Alors après, effectivement, on peut reprocher beaucoup de choses sur le scénar et sur plein de choses, enfin sur les chansons ou sur les interprétations. Mais je trouve que ça reste quand même vraiment, vraiment un des très grands spectacles de cette période-là. Oui, puis la chanson L'envie d'aimer, on l'entend toujours autant. Et Daniel Lévy, j'ai l'impression qu'il a fait sa carrière malheureusement sur cette chanson, quoi. Il n'a pas réussi à faire autre chose, à proposer autre chose, ou en tout cas, parce que nous, on l'écoute pas en tant que Moïse, mais en tant que Daniel Lévy. Et justement, je me rappelle de la troupe qui portait vraiment tout un truc autour de Daniel Lévy. C'est-à-dire même en promo, c'était Daniel Lévy et les personnages secondaires étaient vraiment très 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 secondaires. Donc moi ça m'a un petit peu aussi une petite amertume là-dessus. Mais comme j'ai pu l'expliquer quand on le retrouve dans le spectacle, mais Daniel Lévy, c'était un grand moment. Je te rejoins sur les personnages secondaires. J'ai l'impression qu'ils n'existent pas. C'est-à-dire que je crois que c'est Bithia, la mère adoptive de Moïse. J'ai l'impression qu'elle n'existe pas du tout dans le spectacle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu la vois rejoindre les Hébreux. Ça n'est jamais explicité. Vraiment, tu ne comprends pas pourquoi. Est-ce qu'elle s'est détournée justement des Égyptiens pour rejoindre les Hébreux? Enfin, il y a aucune motivation derrière. Et je trouve ça un peu dommage parce que du coup, c'est quand même un personnage important dans la vie de Moïse. Et là, du coup, et pareil c'est pour son frère et sa sœur et sa mère, du coup, sa mère en fait, à part Je laisse à l'abandon et quelques chansons en fait où elle intervient, mais vraiment, il y a aucune motivation sur les personnages. Et même Ramsès sur la fin, je trouve qu'il abandonne très facilement. Tu vois, vraiment, il y a toute cette espèce de rivalité qui se crée pendant tout le spectacle. Et là, d'un seul coup, c'est vraiment très bon, bah vas-y, tu peux partir. D'accord, donc tout ça pour ça. Enfin, vraiment, il y a un truc de tout ça pour ça. Vraiment, je pense que c'est un des plus gros regrets sur les personnages secondaires et principaux des fois. S'il y a des choix scénaristiques qui marchent pas. Mais après, bon, c'est le propre de tout spectacle d'avoir aussi des défauts. Et bon, après, je trouve que l'ensemble fonctionne quand même très très bien. Est-ce qu'on a quelque chose à redire sur les 10 commandements ou est-ce qu'on a vraiment fait le tour? Chloé, vas-y. Je vais revêtir le costume de chargé de communication de Thomas pour dire que y a une grande partie de la troupe en ce moment qui est dans le spectacle Les Retrouvailles, qui reprend pas mal de chansons des 10 commandements d'ailleurs. Et ils font un bel hommage. Je l'ai pas vu encore, mais apparemment ils font un bel hommage à Daniel Lévy. Ouais, donc peut-être à voir pour les fans des 10 commandements. Eh ben, pour ceux qui ont eu l'occasion de voir le spectacle, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Alors, et ben du coup, vu qu'on a terminé avec les 10 commandements, moi je vous propose de faire un petit détour par Vérone pour le prochain spectacle. Alors, Roméo et Juliette, ça a eu sa première représentation le 19 janvier 2001 au Palais des Congrès de Paris, sur une musique et un livret de Gérard Presburvig, une mise en scène de Reda, des décors de Petrika Ionesco, des costumes de Dominique Borg et des chorégraphies de Reda. Et au casting, on retrouvait Damien Sargue en Roméo, Cécilia Cara en Juliette, Grégory Baquet en Benvolio, Philippe Davila en Mercutio, Tom Ross en Tybalt, Réjeanne Perry en Nourrice, Jean-Claude Nadida en Frère Laurent et Frédéric Charter en Prince. Qu'est-ce qu'on en pense autour de la table de Roméo et Juliette? J'adore. Je repars dans mes souvenirs d'enfance. J'ai toujours un souvenir qui revient. Le live Chérie FM que j'avais enregistré sur ma cassette. Et du coup, je réécoute ce tout début où il y a des claquements pour juste avant la première chanson qui est Vérone, où en fait ce sont les éclairages en fait qui passent d'un côté ou un autre, mais je ne pouvais pas le savoir à l'époque puisque je n'étais pas devant le spectacle. Et Vérone, moi, ça a été une révélation. C'est tout ce que j'aime dans la comédie musicale, c'est-à-dire une chanson qui introduit l'histoire, qui introduit les personnages. Le père, il était assez spectaculaire, voilà, sur
tout en haut, il avait une espèce d'estrade, voilà, où il survolait tout le monde et il explique à tout le monde, voilà, quelle est l'histoire de Roméo et Juliette. Donc moi, je l'ai vu en capta, je ne l'ai pas vu sur scène malheureusement. Évidemment, à l'époque, tout le monde était amoureuse, ou amoureux de Damien Sargue, voilà. Notamment une copine, Aurélie, que je salue si elle m'écoute. Moi, pas du tout. C'était Benvolio, Grégory Baquet, que nous connaissons dans Extrême Limite, notamment. Mais toutes les personnes, tous les gens qui ont moins de 25, 30 ans, 25 ans, ne connaissent pas. Non, moi, j'aime beaucoup Laceno dans Roméo et Juliette. Un côté rouge, un côté bleu, j'avoue que c'est hyper efficace. C'est très simple, mais moi, ça m'embarque totalement. Voilà, on n'a pas besoin de quelque chose de très compliqué. J'ai vu la capta il y a quelques temps, donc j'ai un souvenir un peu lointain des décors, mais il me semble qu'il n'y a pas grand-chose. Voilà, c'est un peu comme Notre-Dame de Paris, mais bon, pour le coup, moi, je m'en fous un peu. J'aime évidemment l'histoire, parce que j'aime beaucoup Shakespeare. Je trouve qu'il y a des chansons assez sublimes. La haine, chantée par les deux mamans, qui arrivent en tout début de spectacle, ça introduit le truc. On fait Vérone, la haine. C'était assez chargé en émotions. Et puis en fait, je trouve que scéniquement, vraiment, ça marche bien. Des groupes comme ça qui dansent, qui se battent. Il y avait énormément d'énergie dans mes souvenirs de captation. Et voilà, moi, j'ai été assez déçue, par contre, du cousin. Je ne sais plus comment il s'appelle, Tybalt. Je crois qu'il avait fait un cousin, en fait, amoureux de Juliette. Mais comme il y a différentes versions, il me semble que dans la pièce, il est pas amoureux de Juliette. Ou est-ce qu'il est amoureux de Juliette dans le film Roméo et Juliette de Baz Luhrmann? Je ne m'en rappelle plus. Bon, bref, voilà. En tout cas, le Tybalt m'a pas hyper convaincue. Damien Sargue, oui, pas mal. Cécilia Cara, j'ai trouvé que ça chantait bien, mais c'était une voix qui, moi, me portait moins. Et le premier titre, j'ai un souvenir d'ennui à mourir, en fait. Aimer, je trouvais ça terriblement nul, mièvre. Je comprenais pas trop le clip où il s'envole. Vous vous souvenez, voilà, il s'envole au milieu de tout le monde. Les Rois du Monde. Voilà, non mais Les Rois du Monde, ça fait de l'unanimité. C'est la chanson du karaoké pour tout le monde, donc je la chante par cœur. J'aime beaucoup la chanson, mais je me souviens plus du titre. C'est T'avais pas le droit. Ouais. T'avais pas le droit, voilà. Celle-là, elle est vraiment forte. Non, je trouve ça fonctionne. Les paroles sont pas toujours hyper quali, hyper fines, mais c'est pas grave. C'est la bonne comédie musicale populaire. Avec une fin qui, moi, évidemment, me plaît parce que c'est tragique, tout le monde meurt, donc voilà, c'est intéressant, ça m'embarque. Je trouve que les chansons du final sont très très belles. La chanson de Roméo est très très belle, et j'ai hâte que ça revienne. Mais j'ai pas là l'occasion d'aller en Asie, parce que ça tourne en Asie depuis des années, mais qu'ils reviennent en France parce que et j'avais pas eu l'occasion de les voir en 2017 ou 2018. Dommage. Alors pour le coup, le vieux que je suis, je l'avais vu en 2001 après Alibaba et les 10 commandements. Et c'était évidemment un gros coup de cœur. La scéno originale était pour moi, elle m'avait beaucoup plu parce que c'était comme un grand H. Il y avait ces deux grandes tours de chaque côté, la tour bleue, la tour rouge, avec cette espèce de pont-levis pour chaque mère pendant la haine, où elle se tenait face à tous les danseurs, et les chorégraphies de Reda qui étaient très différentes de celles de Kamel Wally. C'était vraiment un autre style, très physique, très dans les cheveux, dans les tornades capillaires et tout. On aimait beaucoup. D'ailleurs, toutes les danseuses avaient des très longs cheveux. Ça m'avait marqué à l'époque. Il y avait beaucoup de coups de tête avec des grands cheveux. Ça me plaisait bien, ça. Et effectivement, cette ouverture sur Vérone et la haine, cet enchaînement était assez incroyable. Et le clip d'Aimé, c'était kitschissime à mort, mais effectivement. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, ils n'arrêtent pas de dire qu'ils ont passé la journée sur des harnais, qu'ils ont fini par vomir tellement ils en pouvaient plus. Non, mais c'est ça. C'était vraiment, à l'époque, c'était compliqué, quoi. Mais Les Rois du Monde, c'était vraiment le tube du spectacle. Pour moi, l'acte 1 était hyper fort, notamment la scène du bal. J'oublierai jamais cette scène de bal où, avec cette espèce de sitar un peu chelou qui joue derrière, le ding 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 ding, qui aujourd'hui paraît quand même hyper kitsch, mais hypnotique en même temps à l'époque. Ça marchait hyper bien, les chorés étaient folles, on les voyait, Roméo et Juliette se courir l'un après. Enfin, il y avait ce côté même cinématographique qui était vraiment fou. Moi, je fais une justice pour une chanson qui a été coupée au spectacle après quelques représentations, qui s'appelait Pourquoi,
Cette chanson était magnifique. Elle était chantée par Juliette et déjà, elle avait pas beaucoup de chansons, la pauvre. On lui a enlevé. Et on n'a jamais su pourquoi elle a été coupée, alors que franchement, moi, c'était mon coup de cœur. Quand j'avais l'intégrale, j'étais trop heureux. Je fais, ah, j'adore cette chanson. Et quand je l'ai revu, parce que celui-là, je l'avais revu plusieurs fois, j'étais trop triste qu'il la coupe. Et c'était revenu en 2009 avec Joy Esther, si je me souviens, et toujours Damien Sargue. Et là, la scéno était complètement différente. Et c'est la scéno qui est encore aujourd'hui, où là, c'est un gigantesque escalier avec des arcanes en dessous et un peu de lierre. Et c'est la scéno qu'utilisait en Asie et qui, normalement, peut-être reviendra en France. On l'espère. Ça devait revenir. Il y a eu Covid, donc on espère que ça reviendra à un moment ou à un autre. En tout cas, visiblement, la fille de Presgurvic a fait des petits teasers sur Instagram et ça va sûrement revenir. Et il faut savoir pour les petites infos, que Damien Sargue, c'était la doublure de Patrick Fiori et de Bruno Pelletier dans Notre-Dame de Paris. Donc c'est comme ça que Presgurvic l'avait repéré et il avait vraiment eu un coup de cœur pour lui. Et pour lui, c'est Cécilia Cara qui avait fait Graines de Star, c'était une évidence aussi pour lui et donc ça a fait un duo assez dingue. Et il dit d'ailleurs lui-même que c'est un des premiers à avoir écrit la musique et les paroles d'une comédie musicale, qu'avant ça se faisait pas et qu'il était un peu Presgurvic précurseur pour le coup. Et moi je ne le savais pas, mais il a quand même coécrit Casser la voix et Qui a le droit, donc voilà, c'est quand même quelqu'un qui a écrit des belles chansons et chacun fait ce qui lui plaît. Je ne savais pas. Merci Chloé pour cette information. Mais pour moi, je trouve que 20 ans plus tard, j'ai toujours plaisir à réécouter le cast recording et ça reste vraiment une comédie musicale culte qu'on reverra avec grand plaisir. Ouais, je vous rejoins complètement. Moi, c'est un spectacle qui m'a beaucoup marqué. Je trouve que la scéno marche très bien. Je suis d'accord avec Eve-Marie et Thomas. Et aussi, contrairement à ce qu'on a dit pour les précédents spectacles, là, pour le coup, les seconds rôles sont très présents. Oui. Ils font pas juste de la figuration. Effectivement, je pense au maire, nourrice. Voilà, la nourrice qui a un rôle incroyable. Enfin, sa chanson Réjeanne Perry, paix à son âme, est vraiment incroyable. Et après, bon, les costumes, on en pense qu'on veut, mais ça a son effet, hein, son côté shakespearien. Grégory Beck et Philippe Davila, super. Bon, voilà, j'ai un attachement effectivement à Roméo et Juliette, et c'est vrai de se dire qu'aujourd'hui, ça tourne encore en Asie avec Cécilia Cara et Damien Sargue, ça donne clairement envie. Et je pense que c'est le genre de spectacle où, voilà, même si les paroles sont pas incroyables, bon, musicalement, ça se tient, ça se tient. Je rebondis sur juste d'abord sur Réjeanne Perry, effectivement, qui est incroyable et qui était une extraordinaire Marie-Jeanne dans Starmania. J'ai réussi à le replacer. Donc oui, Roméo et Juliette, oui, pareil, j'en ai le souvenir de l'avoir vu sur scène au tout début, en 2001. J'avais adoré, pareil, là je vais redire un peu ce que tout le monde a dit, c'est-à-dire la scénographie avec le côté rouge capulé, le côté bleu, les Montaigu. Là pour le coup, on reprochait aux 10 commandements de pas être très clair dans la narration. Là voilà, dès l'entrée, dès Vérone, on nous pose voilà le lieu, l'action, on sait très bien de quoi on va parler et où ça va se passer. Narrativement, c'est très bien ficelé. Beaucoup de moments de théâtre. Bon alors plus ou moins bien joué, hein, mais bon, ça voilà, comme toutes les comédies musicales, on va dire. Moi, j'avais des frissons, je me souviens, sur l'introduction qui était parlée par Gérard Presgurvic lui-même. Toutes les histoires ont leur histoire. Moi, dès que ça résonnait dans la salle, noire scène, j'avais des frissons. Thomas est en train de nous le faire par cœur. Et ouais, ça, j'avais des frissons. Évidemment, Les Rois du Monde, qui est toujours un plaisir coupable sur ma playlist que j'écoute encore régulièrement. Non, pour moi, c'est vraiment une comédie musicale qui reste culte. Bah moi, contrairement à toi, Les Rois du Monde, c'est pas du tout un plaisir coupable. Je suis totalement. Non, alors encore une fois, j'ai dit que ça allait être le running gag de la soirée, mais j'ai connu cette comédie musicale grâce à ma maman que j'embrasse très fort. Mais non, c'est parce qu'elle avait l'intégrale, vraiment le double album intégral à l'époque qui était sorti et qu'elle s'écoutait en boucle dans la voiture quand elle faisait le ménage. Donc j'ai grandi en fait. Moi, en 2000, c'était en 2001. J'avais 6 ans. Donc forcément, quand tu grandis effectivement avec ce genre de chansons, tu t'en souviens. Et non, mais moi, je suis hyper charmé par ce spectacle. J'ai vu la capta un nombre incalculable de fois parce que vraiment, je pense que c'était une de mes premières justement expériences de la comédie musicale française avec Notre-Dame de Paris. Et vraiment, je suis tombé sous le charme. Alors, vous l'avez dit, hein, la scénographie est incroyable. Enfin, vraiment, juste cette ouverture avec l'enchaînement Vérone, la haine. Moi, je trouve que justement, c'est hyper fort. Les personnages secondaires sont hyper bien caractérisés, que ce soit Benvolio, que ce soit Tybalt. Alors, Tybalt, on en pense qu'on veut, mais je trouve qu'il y a quand même vraiment, Tom Ross le joue très bien. Même s'il a pas les meilleures chansons. Je pense que c'est peut-être le seul regret que j'ai sur ce personnage, c'est vraiment, moi, je suis désolé, c'est pas ma faute, je n'aime pas cette chanson. Enfin, je trouve qu'elle est, je sais pas, je la trouve moins, en fait. Je trouve que le personnage fait moins.
Voilà, mais je trouve que après les deux rôles principaux, bon, oui, c'est mièvre sur certains moments, mais moi je suis désolé, la chanson du poète justement et du balcon, mais mon Dieu, mais vraiment, mais je fonds. Non, moi je fonds. Enfin vraiment, moi c'est mon côté un peu ouais, un peu candide, mais j'aime bien ce genre de chanson d'amour. Moi j'aime bien quand ça s'aime et quand ça se déclare ça se fait des grands discours d'amour. Donc oui, non, franchement, moi c'est un spectacle que j'adore revoir et que je revois avec beaucoup de plaisir. J'ai jamais vu sur scène et vraiment je rêve de le voir sur scène. Vrai, ça c'est un truc que j'aimerais tellement. Bah, si ça se rejoue en 2023, j'espère que ça va se rejouer en 2023, mais moi je prends mes places direct quoi. Bon, on va quand même faire un petit point sur le poète. J'allais dire, il y a quand même un bémol pour moi, c'est le poète en velours et cuir rose, qui a une chanson qui était la chanson que je ne pouvais pas écouter en spectacle. Et pour le coup, j'ai rayé aussi l'intégrale de Roméo et Juliette qui ne marche plus aujourd'hui parce que je l'ai trop écouté. Mais c'est juste ce passage-là, effectivement, je ne sais pas ce qu'il foutait là. En fait, il arrivait, mais qui est ce gars? Et il a une chanson, il se barre, on le revoit plus jamais après. Mais il s'est tapé l'incruste sur la photo de famille dans le programme. Et tu comprends pas trop pourquoi, tu vois. Moi, le poète et Paris, tu vois, les deux, ils sont à l'extrémité dans la photo de famille. Paris qui chante le pouvoir et qui s'en va. Voilà, c'était l'homme objet, clairement. Il a pas grand chose à défendre, le pauvre, hein, mais donc c'est le seul petit bémol que j'aurais à donner là-dessus, c'est ces deux personnages-là qui, pour le coup, voilà, pour moi, ils brillent pas par. Et je rebondis juste sur un truc, c'est qu'à l'époque, je pense qu'il y avait aussi l'effet Palais des Congrès, c'est qu'on attendait la comédie musicale du Palais des Congrès comme on attendait la comédie musicale du Palais des Sports. C'était vraiment bon. Après, il y a eu une malédiction parce que pour le coup, c'était pas aussi quali, mais c'est vrai que c'était un peu le pèlerinage. On allait au Palais des Congrès, on avait hâte avec ces petits sièges rose-violet, et on se dit qu'est-ce qui va se cacher derrière le rideau. Et bon voilà, on aimerait bien que ça revienne un jour. Hein. Moi, je reviens sur les personnages du poète et de Paris parce que du coup, non, parce que pour avoir lu la pièce, c'est des personnages qui sont dans la pièce de Shakespeare qui ne sont pas hyper exploités, en fait, qui quasiment n'existent pas. C'est-à-dire que Paris, je crois, est là dans une ou deux scènes. Vraiment, il ne sert quasiment pas à grand chose. Et le poète, pareil, en fait, il est là, je crois. Mais c'était des personnages, et je pense que, voilà, Press-Gurvik a voulu coller un peu à ce qu'a fait Shakespeare et je pense qu'il y a vraiment un vrai hommage. Alors, peut-être pas sur le texte, mais en tout cas sur la forme du spectacle. Et donc c'est pour ça, je pense qu'il a voulu intégrer ces personnages. Est-ce ils sont nécessaires à l'intrigue? Non, je suis d'accord. Mais d'un côté, voilà, ils sont là, donc on va pas non plus, on va pas les shamer non plus. Alors, le poète, je suis d'accord, il est pas du tout essentiel, mais Paris, si. Oui. C'est-à-dire que c'est avec lui que doit se marier Juliette, et c'est pour ça qu'elle prend le poison, quand même. Donc, donc Paris, si, il est quand même important. Alors, je suis d'accord que sa chanson ne sert pas à grand-chose, et voilà, mais le rôle de Paris, en tout cas dans la pièce de Shakespeare, est important quand même. Est-ce qu'on rajoute quelque chose sur Roméo et Juliette, ou est-ce qu'on a déjà beaucoup dit, je trouve, mais moi, j'espère un retour à Paris et une nouvelle captation. Non, mais voilà. Après, moi, j'encourage les gens qui hésiteraient à à aller voir Roméo et Juliette, allez la voir, même dans une nouvelle version, ça vaut le coup. Et franchement, c'est. Alors, je suis pas un grand fan de la version de 2009, mais il y a, parce que du coup, ils ont remplacé Cécilia Cara par Joy Esther et tout le casting, effectivement, sauf Damien Sarr qui a repris le rôle de Roméo, qui marche toujours aussi bien. Mais je trouvais que le casting était un peu en dessous de la version originale. Enfin, c'est mon avis, après ça n'engage que moi, hein, vraiment. On peut dire aussi, en tout cas moi j'ai l'impression qu'on parle de spectacles qui ont eu un succès qu'on n'a plus maintenant, un succès populaire où tout le monde était autour de l'œuvre et les ventes de places étaient assez faramineuses. Et d'ailleurs, ça passait en tournée, maintenant les spectacles ne passent plus en tournée, il me semble, ou en tout cas beaucoup moins. Donc oui, mais Starmania est une exception, bien sûr. Mais moi, je regrette un peu cette époque, en fait, des grandes fresques, en fait, historiques aussi, comme ça. Oui, c'est vrai que pour le coup, tu soulèves un point assez intéressant. Je trouve qu'en fait, on a plus ce genre de grandes fresques. C'est ce que je disais tout à l'heure sur les 10 commandements. J'ai l'impression qu'on a perdu ce truc de grande comédie musicale un peu populaire pour quelque chose de plus confidentiel, en fait, qui sont un peu réservés aux fans de comédie musicale. On a Mogador qui fait très bien justement ces espèces de grandes comédies musicales anglo-saxonnes. Mais j'ai l'impression qu'on a plus effectivement de grands spectacles comme ça au Palais des Congrès, au Palais des Sports, où c'est des grandes fresques historiques sur des personnages qui sont connus de beaucoup de gens, parce qu'on va pas se mentir, Roméo et Juliette, je pense que c'est des personnages qui sont très connus, Moïse aussi sur les 10 commandements, Quasimodo, Esmeralda aussi sur Notre-Dame de Paris, et je trouve que ça manque, et j'aimerais qu'on revienne effectivement j'aimerais bien revoir quelque chose de semblable, et qui parte en tournée, et que pour en faire profiter un maximum de personnes, parce que c'est vrai que maintenant on a tendance à faire des trucs dans les plus petits théâtres, il y a plus ce truc de Palais des Congrès, Palais des Sports, sauf pour les reprises de ces spectacles.
Et je trouve ça assez dommage. Alors, est-ce que effectivement la comédie musicale a évolué, en tout cas en France? Tant mieux, mais c'est vrai que ce genre de fresque, ça manque un peu aussi. Et j'aimerais qu'il y ait quelqu'un qui, je sais pas, Plamondon, si tu nous écoutes, potentiellement pour réécrire quelque chose dans ce style-là. On est totalement preneur. Il y a quelqu'un qui revient, hein, c'est Dovatia, hein, C'est vrai. avec Molière. Alors je me dis ça, peut-être que nous, ça nous parle parce qu'on a vécu ces moments-là, effectivement, cette euphorie, ces rendez-vous. Je me dis, le public d'aujourd'hui, est-ce que ça leur parlerait d'aller voir des comédies musicales comme ça, d'écouter les... Enfin, pas des CD, résultat, mais je me dis que finalement, ça a touché une certaine génération qui aujourd'hui est prête à aller voir des retrouvailles, des concerts retrouvailles, d'aller revoir le spectacle avec des nouvelles scénos, etc. Mais le jeune public d'aujourd'hui qui découvre la comédie musicale, j'en suis moins certaine. Bah, je pense que effectivement, de toute façon, les habitudes de consommation évoluent aussi et la comédie musicale doit s'adapter effectivement à ces habitudes. Enfin, maintenant, tu pourras plus avoir de CD effectivement, tu vois, avant la comédie, enfin avant le spectacle, parce que nous, c'était vraiment l'événement. C'est-à-dire que quand tu allais acheter un CD d'une comédie musicale, il y avait tout un truc de promo aussi, vraiment qui était fait en amont. C'est-à-dire que des fois, tu tombais sur des clips, tu savais pas que ça venait d'une comédie musicale. Moi, enfin, on en reparlera peut-être un peu plus tard sur Le Roi Soleil et Mozart, mais franchement, moi, des fois, je tombais sur des clips et j'adorais les chansons, mais je ne savais pas que c'était issu d'une comédie musicale et c'est après coup, après la sortie du spectacle, où je découvrais que ça faisait partie d'un spectacle. Et ça que je trouve fort, c'est que c'est des chansons, en fait, qui sont sorties de leur contexte, qui fonctionnent quand même. Donc, mais oui, effectivement, je pense que les habitudes de consommation avec le streaming et tout ont changé. Est-ce que maintenant sortir un album en amont d'un spectacle et pas en même temps que la sortie du spectacle, ça serait légitime? Je suis pas sûr. Mais voilà, après, je pense que c'est un débat qui est très intéressant. Je rajoute juste quelque chose sur ce débat, justement, à l'époque, surtout sur les productions Atia Cohen, il me semble. En fait, justement, comme c'était encore la grande époque des albums qu'on achetait, des clips voilà, qui tournaient en boucle avant le spectacle, il y avait des séminaires d'écriture qui étaient organisés, où du coup, le but des auteurs-compositeurs était de faire des tubes à la chaîne. Bon, évidemment, autour de l'histoire qu'ils allaient aborder, mais finalement, après, il y avait comme une impression où ils construisent le spectacle autour de ces chansons. Et voilà, les chansons n'étaient pas forcément au service de l'histoire. Et là, j'ai l'impression qu'il y a de nouveau un retour des comédies musicales un peu plus à l'ancienne, où forcément, eh bien, comme on n'achète plus autant d'albums, il faut que vraiment les chansons servent l'histoire et que tout soit très bien intégré dans la narration. Et il y a moins ce genre de tubes qui sortent avant, mais pareil, c'est le reflet d'une époque. On va passer au musical suivant. Je pense qu'on va faire un petit détour du côté de Versailles pour en parler. Je fais de toi mon essentiel. Tu me fais naître parmi les hommes. Je fais de toi mon essentiel. Celle que j'aimerais plus que personne. Si tu veux qu'on s'apprenne. Si tu Alors, Le Roi Soleil, ça a eu sa première représentation le 22 septembre 2005 sur des chansons de Lionel Florence, Patrick Guirao et Benoît Poher du groupe Kyo. Une musique de François Castello, Dovatia et Cyril Paulus, une mise en scène de Kamel Wally, des décors de Alain Lagarde et des costumes de Dominique Borg et aussi des chorégraphies de Kamel Wally. Au casting, on retrouvait Emmanuel Moire en Louis XIV, Anne-Laure Girbal en Marie Mancini, Christophe Maé en Philippe de France, Katia Linandria en Madame de Maintenon, Merwan Rim en François de Vendôme, Lisa Ansaldi en Madame de Montespan et Victoria Sio en Isabelle. Qu'est-ce qu'on en pense autour de cette table? Et je vais commencer avec Stéphanie qui montre un enthousiasme tellement incroyable. Alors là, je reconnais que j'ai un énorme coup de cœur pour Le Roi Soleil. Je vais très rarement en fait revoir des comédies musicales. D'habitude, je vais le voir une fois et j'aime bien garder ce souvenir-là. Là, je suis allée le voir 3 fois et dont la dernière. Et effectivement, parce que j'aime tout dans ce spectacle en fait. J'aime l'histoire, j'aime les décors, j'aime les costumes, j'aime les artistes, j'aime les chansons. Je trouve que des gens comme Emmanuel Moire, Christophe Maé, Victoria, ça chante très très bien, ça joue bien aussi, c'est tout à fait honnête. Il y a des moments d'ensemble avec des danses, enfin Kamel Wally, très belle choré. Donc pour moi, ouais, un vrai coup de cœur parce que je trouve que c'est une comédie musicale telle que j'aimerais en revoir davantage sous forme de grands spectacles, mais aussi une belle histoire. Voilà, donc
Vraiment, je le reverrai avec immense plaisir et j'en garde des souvenirs extraordinaires, mais à tel point que je n'ai pas revu la captation depuis un certain nombre d'années parce que j'ai un peu peur de me dire que ça a peut-être vieilli. Et donc le Roi Soleil, c'est ce qui a vraiment lancé la hype Atia Cohen. Il y avait eu les 10 commandements avant, évidemment, mais vraiment c'est ce qui a lancé leurs spectacles qui ont attiré des foules de fans survoltés. J'en garde pareil un très bon souvenir. D'ailleurs, quand je regarde mes notes, j'ai mis des cœurs à beaucoup d'endroits, notamment sur la voix de Victoria CEO, Emmanuel Moire. J'aimais beaucoup sa voix, la façon dont il incarnait Louis XIV, même si le jeu parfois était inégal. Mais ce qui rend encore plus impressionnant ce qu'il a fait ensuite sur Cabaret. On a la preuve que c'était quand même un énorme bosseur. Je l'ai vu pas mal de fois à l'époque, je sais plus combien, mais je sais que j'ai vu les 2 dernières à Bercy. Et oui, l'après-midi et le soir. J'ai enchaîné les 2 avec Thomas ici présent également. Et voilà. Je me souviens de l'ouverture notamment qui était vraiment folle contre ceux d'en haut parce que ça commençait dans le public. Et je me souviens, enfin, je connaissais le spectacle et je regardais les réactions des gens en fait qui s'attendaient pas à voir les chanteurs qui arrivaient derrière. Et je me souviens que j'adorais regarder la réaction des gens. Et cette chanson en plus, elle est hyper forte, je trouve. C'est vraiment une très bonne ouverture de comédie musicale. Christophe Maé, je suis un peu plus mitigée. C'est un sacré personnage. Par contre, j'avais parfois l'impression qu'il faisait plus son show qu'autre chose et que voilà, c'était déjà un électron libre. Il était déjà en dehors de la comédie musicale. Il faisait déjà sa carrière en fait. Et ça se voyait surtout après, je trouve, au bout de quelques représentations. Au début, voilà, il restait inscrit dans la comédie musicale. Après, il y avait des passages entiers où il faisait son show pendant quelques minutes. Et voilà, donc un peu plus partagé. Et j'ai aussi une anecdote, c'est-à-dire que j'avais amené, parce que quand j'aime une comédie musicale, j'amène la terre entière la voir. Et c'est pour ça que je vais le voir autant de fois. Et j'avais amené ma cousine qui est canadienne et qui habite à New York et qui avait adoré, qui avait acheté le DVD avant de reprendre l'avion et qui avait forcé son mari, qui parlait pas un mot de français, à regarder le DVD. Et il avait adoré aussi, mais parce que vraiment, c'est l'exemple de la comédie musicale grand public avec des chansons, même si on comprend pas les paroles, qui ont des mélodies hyper fortes, les costumes, les décors. Donc voilà, ça a traversé les frontières et ça prouve que c'est voilà un très bon spectacle. Encore une fois, ils avaient mis un bon budget dedans, il me semble. Et finalement, ça a porté ses fruits. Bah, je rebondis sur ce que tu dis parce que justement dans une interview, Dovadia et Albert Cohen se sont dit qu'ils se sont inspirés de Broadway pour ce spectacle parce qu'ils voulaient que les chansons suivent le cours du spectacle, qu'il y ait des scènes parlées, des vrais comédiens et un quatuor à cordes sur scène pour vraiment donner le côté un peu plus Broadway et se rapprocher de quelque chose d'un peu différent de ce qui se faisait les années d'avant. C'est pour ça qu'elle a aimé autant que ça. Et c'est vrai que moi aussi, c'est comme Stéphanie et Chloé, c'est vraiment un des plus beaux spectacles français que j'ai eu l'occasion de voir. La première fois que je l'ai vu, c'était en visibilité réduite au Palais des Sports, je me souviens. Je voyais que les 3/4 de la scène, mais j'étais là, oh, c'est trop bien. Donc pareil, je l'ai revu une dizaine de fois. Et les 2 dernières avec Chloé à Bercy. Et pour le coup, là, ça m'a moins gêné que les 10 commandements. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais quand même à 3000 à Bercy. J'ai découvert récemment que Dovatia avait quand même composé pas mal de choses dedans, ce qui était assez étonnant. Et Rodrigue Janois, qu'on a retrouvé plus tard dans Les Amants de la Bastille, qui avait composé Contre ce haut, mais également Tant qu'on rêve encore, qui est pour moi une des plus belles chansons de comédie musicale française. Et pour moi, Le Roi Soleil, c'est vraiment le début des comédies musicales où il y a un gros travail sur les harmonies. Il y a énormément de chansons qui sont en duo, en trio, avec des quintes, des tierces pour les musiciens. Mais vraiment, voilà, des superbes harmonies qu'on retrouvait pas forcément avant dans les spectacles un peu plus prégurviques ou obispoïens, comme on dirait. Mais là, il y a vraiment des harmonies incroyables et des chansons fabuleuses. Enfin, la fin de l'acte 1 sur C'est m'est interdit, c'était juste incroyable. Requiem aeternam, qui était quand même un truc très religieux, mais c'était fabuleux avec les harmonies. Et en termes chorégraphiques, moi, j'oublierai jamais le ballet des planètes avec ces espèces de bulles de plastique qui étaient dingues. Et c'est là où commençait à y avoir pas mal de technologie, avec les ascenseurs sur scène élévateur, toutes les chorégraphies aériennes qu'il pouvait y avoir sur les numéros de Christophe Maé. Et puis, cette fontaine à la fin, quand même. Moi, j'oublierai jamais quand le rideau se baisse et qu'on commence à entendre l'eau. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, bim, la fontaine du Palais de Versailles qui arrive sur scène. Je pense que ça nous a marqué. Enfin, on a tous, on s'est dit, mais comment ils ont fait? Et c'est vrai que c'était quand même assez fabuleux. Donc, je pense que c'était le début d'une belle aventure. Et c'est vrai que ils ont refait, quand ils l'ont refait après, ils ont amené un vrai orchestre live. Et c'est là où ils se sont dit, ah oui, ça fonctionne bien quand même d'avoir encore plus de musiciens en live. Non, c'était vraiment un gros coup de cœur. Donc alors, Le Roi Soleil, c'est l'exemple même de
tout est là pour bien fonctionner et je n'aime pas. Voilà. Donc, alors, dédicace à Fabrice qui m'a demandé de défendre ce spectacle. Je ne pourrais pas le défendre. Voilà, Fabrice, voilà, chroniqueur musical Avenue. Non, évidemment, j'ai un souvenir de Être à la hauteur. Moi, c'est Être à la hauteur, c'est vraiment une chanson qui tout ce que, musicalement est assez grandiloquente. Bon, c'est tout ce que j'aime. Ça démarre tout doucement et puis ça part en fanfare et je trouve que c'est assez dingue. J'ai regardé la captation donc avec Fabrice il y a quelques années. Il m'a dit il faut absolument que tu vois Le Roi Soleil, Ève-Marie. Je fais oui. Et en fait non. Voilà, évidemment les costumes sont super. Il y a énormément d'énergie. La scénographie est très très bien. Tout est très très bien. Sauf que je trouve qu'Emmanuel Moir dans ce rôle n'est pas bien. Et je le dis parce qu'Emmanuel Moir, j'affectionne énormément ce qu'il fait. Je suis allée le voir en concert il a des albums qui sont juste extraordinaires et c'est un immense artiste. Donc je me permets de dire ça, mais je ne le voyais pas du tout en Roi Soleil. Et je crois savoir que c'est aussi une époque pour lui qui était peut-être un peu compliquée. Et je trouvais que ça se voyait qu'il n'était pas hyper à l'aise dans son rôle, qu'il cherchait un truc. Et comme moi, ça n'est pas passé. Je trouve qu'il y a beaucoup de personnages. Il y a beaucoup de personnages qui, pour moi, n'ont pas assez d'importance. Donc voilà, c'est une multitude en plus de femmes, hein, parce que c'est toute la vie amoureuse du Roi Soleil. Donc ça passe, il y en a moins 4 ou 5 hein, dans le spectacle. Donc moi, je les confonds toutes. Donc effectivement aussi en termes de côté linéaire du scénario, j'ai un peu du mal. Voilà, et c'est une époque moi qui me fascine. Et bizarrement, je retrouve pas ce truc. Du peuple aussi. J'ai trouvé que c'était pas axé, révolution, et trop axé pour moi histoire amoureuse du roi. Je donne mon anecdote et je refais une dédicace à une amie, Aurélie, qui était amoureuse de Emmanuel Moir comme jamais. C'est la même qui est amoureuse de Damien Sargue, hein, voilà, je le précise, et qui va voir pour la première fois un spectacle, qui met beaucoup d'argent sur, parce qu'on le rappelle, les places de spectacle sont assez chères, assez onéreuses. Pour Emmanuel Moir, et elle me dit Ève-Marie, tu sais quand il arrive, en fait, il sort du plafond, il sort du sol. Voilà, il sort du sol comme ça, il arrive, il est magnifique. Et en fait, elle me dit Ève-Marie, il est sorti du sol, sauf que ce n'était pas Emmanuel Moir, c'était sa doublure. Et là, elle me dit voilà, et j'ai pleuré pendant 1h30, il n'y avait pas Emmanuel Moir. Donc ça me fait beaucoup rire quand j'y repense. Donc moi, je comprends qu'il y ait beaucoup d'enthousiasme autour de ce spectacle, et en même temps, j'arrive pas à raccrocher les wagons. Je pense que je suis passée à côté d'un truc. C'est hyper subjectif, voilà. J'ai pas d'argument très concret. Christophe Maé, je suis assez d'accord, pas hyper intéressant, mais c'est la grande époque de Dovatia et Albert Cohen. L'arrivée publique, moi c'est un truc que j'adore. Je vais en reparler pour le dernier spectacle qu'on va aborder. Mais je comprends, mais moi je suis passée à côté d'un truc. Moi, je vais rejoindre un peu l'avis général, c'est-à-dire que je vais pas rejoindre l'avis d'Ève-Marie, mais j'ai découvert, en fait, je connaissais ce spectacle de nom, vraiment, et via les chansons, en fait, où j'avais vu les clips, effectivement, Être à la hauteur, Je fais de toi mon essentiel, qui avait tourné en masse en radio à l'époque, et vraiment, on te l'a bourriné tout le temps. Et moi, j'ai un gros coup de cœur aussi sur Tant qu'on rêve encore, et je suis d'accord avec Thomas, c'est une des plus belles chansons de comédie musicale française que je prends encore plaisir à écouter aujourd'hui. Et j'ai découvert la captation vraiment il y a quelques jours et j'ai trouvé ça mais grandiose. Je trouve que c'est un spectacle où il y a une démesure dans les décors, dans les costumes et vraiment moi juste le début, comme disait Chloé, avec l'arrivée des acteurs dans le public. Et ça s'arrête plus vraiment. Et l'arrivée d'Emmanuel Moir avec cette espèce de long cap et tout, où t'as les danseurs qui passent au-dessus, enfin vraiment derrière, avec la plateforme qui se surélève justement pour montrer qu'il est au-dessus du reste du monde. Mais je trouve ça d'un brillant dans la mise en scène vraiment. Et puis tous les personnages secondaires justement, parce qu'il y a des personnages qui chantent et d'autres qui sont juste acteurs. Enfin quand on parle du cardinal Richelieu et de la mère justement Anne d'Autriche. Enfin je trouve que tout le monde a sa place. Alors je comprends aussi ton point de vue Ève-Marie sur le fait qu'il y a peut-être trop d'histoires d'amour. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, moi j'adore ça, donc ça m'a pas dérangé, et je trouve que tous les personnages rayonnent. Alors, Christophe Maé, on en pense qu'on veut, moi je suis moyen fan de son interprétation, je trouve qu'il a pas les meilleures chansons. Mais moi j'aime beaucoup Anne-Laure Germal dans Marie Mancini aussi. Je trouve que les duos avec Emmanuel Moir fonctionnent à mort. Je trouve qu'il y a une alchimie vraiment, mais que tu sens
dans la captation. Et vraiment, comme disait Thomas, La Fontaine, moi à la fin, moi j'aurais vu ça sur scène, j'aurais eu des frissons. Donc non, moi je trouve que c'est un des très grands spectacles de comédie musicale française. Et vraiment, je rêverais de le voir sur scène, parce que évidemment, je n'ai vu aucun spectacle de ce soir sur scène. Merci d'avoir grandi en Nouvelle-Calédonie, c'est un peu compliqué. Mais non, vraiment, Le Roi Soleil, ça a été une très belle découverte justement pour ce podcast, et je recommande à tous ceux qui aiment la comédie musicale française de regarder la captation qui est dispo sur YouTube. On a la chance d'avoir beaucoup de captations de comédie musicale française sur YouTube. Allez-y, si vous aimez la comédie musicale française, vous allez vous régaler. Et Le Roi Soleil, c'est vraiment un des spectacles que je conseillerais à n'importe qui, même à ceux qui n'aiment pas la comédie musicale française. Après, pour ternir un peu ce que j'ai dit au début, je comprends ce que tu dis, Eve-Marie. Il y a l'aspect, enfin, Louis XIV, voilà, c'était pas non plus un personnage hyper sympathique, et c'est vrai que là, dans Le Roi Soleil, on se concentre sur ses histoires d'amour et on montre pas forcément ce qu'il a fait subir. Voilà, au peuple de France. Et donc, du coup, je conçois que ça peut paraître un peu gênant, mais comédie musicalement parlant, ça passe. Ma sœur, qui a adoré Mozart, l'opéra rock et 1789, Les Amants de la Bastille, n'a pas aimé du tout Le Roi Soleil. Je sais pas pourquoi, elle ne s'explique pas non plus, elle a pas accroché, donc voilà, je peux complètement comprendre aussi qu'on n'adhère pas à 100%. Moi, j'ai pas parlé du passage qui m'insupporte dans cette comédie musicale, qui est l'affaire des poisons, là, avec la chanson de la sorcière. Enfin non, c'est pas la sorcière qui chante d'ailleurs, c'est la Montespan, mais elle est horrible cette chanson. Je ne la supporte pas. Et voilà, mais sinon super comédie musicale quand même. Oui, puis Thomas l'a souligné tout à l'heure, je trouve que le fait qu'ils aient rajouté un orchestre, à un moment donné, ça rajoute une ampleur, je trouve, qui est assez intéressante, surtout qu'il y a beaucoup de moments instrumentaux dans ce spectacle, plus que d'ordinaire. Et c'est vrai qu'on l'a souligné dans Ali Baba. Ali Baba, c'est carrément un orchestre symphonique, alors que toutes les autres dont on a parlé, clairement, c'est un manque. On parle pas assez des musiciens, je pense, mais c'est vraiment une vraie différence par rapport à des spectacles à Broadway ou West End. Donc, dès qu'on a des musiciens, même si on a 2 ou 3, c'est une vraie différence, et je souhaite que tous les producteurs qui nous écouteront peut-être penseront bien à ça, parce que c'est un vrai plus, vraiment. Bah oui, c'était même d'ailleurs un argument marketing de la saison 2 du Roi Soleil. Quand c'était revenu au Palais des Sports, il y avait en gros sur l'affiche avec un orchestre live qui donnait un côté encore plus rock au spectacle, surtout sur le numéro d'ouverture. C'était vraiment top. Pour les petites anecdotes sur le Roi Soleil, il faut savoir que c'est Dominique Borg qui avait les costumes, qui les avait aussi fait pour Roméo et Juliette. Comme quoi, il y a une petite passation entre le Palais des Congrès et le Palais des Sports. Et dans l'épisode 2 des chansons oubliées qu'on aime bien et qui ne sont plus dans le spectacle, la chanson Personne n'est personne avec Victoria Sio qui était magnifique, qui servait de demi-rappel mais qui a été complètement coupé, alors que on ne saura jamais pourquoi, j'imagine. Mais pareil, il y a toujours ces chansons qu'on retrouve sur les intégrales et bizarrement qui sont souvent parmi mes préférées, hein, et qui ne sont plus après dans le spectacle. Donc ça, c'est bien dommage. Et donc, mais faire quand même un gros enfin bravo à Victoria qui a quand même une voix incroyable et qui encore aujourd'hui fait plein de choses, notamment qui est la voix chantée de Céline Dion dans le film Aline, et qui dans ce spectacle était absolument fabuleuse. Donc, et je souligne aussi quand même l'arrivée d'Emmanuel Moir dans l'acte 2, on n'en parle pas souvent, mais pour arriver à moi, qui était quand même une chanson mais tubesque, qui était dans le début de l'acte 2 et qui était absolument dingue. Donc oui, regardez Le Roi Soleil si vous ne connaissez pas, c'est vraiment génial. Moi, je pense que je vais terminer un peu le retour sur ce spectacle en disant que Victoria Sio, en fait, j'ai découverte bien après après le Roi Soleil, parce que du coup, en fait, moi, je la connaissais via le générique de Heroes à l'époque, qui s'appelait Le Héros d'un autre, parce que à l'époque, on aimait bien faire des génériques français. Enfin, je pense au générique de Prison Break aussi, qui était chanté par Faf Larage. Et du coup, Heroes, si vous ne connaissez pas cette série, c'est une série des années 2000, où il y avait Victoria Sio qui chantait Le Héros d'un autre, du coup, et qui passait sur TF1, et c'était fabuleux. Est-ce qu'on a d'autres choses à redire sur Le Roi Soleil ou... J'ai oublié de dire qu'il y a une représentation où j'avais été du Roi Soleil. C'est juste pour prouver que le rôle du Roi Soleil, enfin, d'Emmanuel Moir, était quand même assez physique et assez dur à tenir, parce qu'en fait, en pleine représentation, premier acte, je sais plus quelle chanson c'était, mais il me semble que c'était Où ça mène quand on s'aime. En fait, à un moment donné, il est à moitié par terre, mais il s'est pas relevé. Et en fait, il s'était évanoui sur scène. Et deuxième acte, il avait été remplacé, du coup, doublé par Emmanuel Dalle. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et du coup, je pense qu'il en pouvait plus, le pauvre, parce que c'était quand même un rôle assez prenant. Il intervient un peu tout le temps dans le spectacle. Et je voulais dire aussi big up aux danseurs de ce spectacle.
Big up à Mathieu. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur Le Roi Soleil? Eh ben, on peut passer au dernier musical de la sélection. Alors, pas besoin de s'y connaître en musique classique. Pour le prochain musical, vous n'en aurez pas forcément besoin, hein. J'avoue mes nuits à la symphonie, au requiem. Tu embarques depuis ce que j'aime. J'avoue mes nuits à la symphonie et au blasphème. J'avoue, je maudis tout ce qui... Alors, Mozart, l'opéra rock, ça a eu sa première représentation le 22 septembre 2009 au Palais des Sports de Paris sur une mise en scène d'Olivier Dahan, des décors de Alain Lagarde, des costumes de Gigi Lepage, et des chorégraphies de Dan Stewart. Au casting, on retrouvait Michelangelo Loconte en Mozart, Florent Mott en Salieri, Claire Perrault en Constance Weber, Mélissa Mars en Aloysia Weber, Solal en Léopold, Maëva Méline en Nannerl, Merwan Rim en aubergiste et en clown, et Estelle Michaud en diva. Alors, je vais me permettre de commencer parce que vraiment, j'ai découvert ce spectacle encore une fois pour ce podcast que je n'avais jamais vu sur scène, et je tiens à dire que ça a été très douloureux. La captation, j'ai eu l'impression, dure 2 heures, hein, mais vraiment, j'ai eu un ressenti de 12. C'était très 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 compliqué. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens dans l'équipe qui aiment ce spectacle, vraiment, et je m'excuse d'avance pour ce que je vais dire. Je n'ai rien contre Michelangelo, vraiment, mais je trouve qu'il joue pas très bien. Et moi, ça m'a sorti du truc. C'est-à-dire que il chante très bien, ça, il y a rien à dire. Mais alors, sur la comédie, c'est autre chose. Vraiment, moi, la scène de la mort de la mère, je l'ai subie et j'ai explosé de rire. C'était très compliqué. Après, je trouve que le casting est très très cool, mais encore une fois, je n'ai rien pigé à l'histoire. C'est je trouve que c'est très mal scénarisé. Je ne comprenais pas. Alors, tu sais qu'il va à Paris au début, qui s'arrête, machin, qui termine à Paris, qui revient parce que sa mère meurt, et après l'acte 2, je n'ai rien compris. Vraiment, je ne comprenais plus rien jusqu'à ce qu'il meure. Ah non, mais vraiment, j'étais là, je fais, ah, ok. Et alors, je connaissais le cast recording et j'étais déçu parce que du coup, sur la capta, il y a plein de chansons qui manquent, notamment l'opéra que j'aime beaucoup. C'est mon petit plaisir coupable, et j'étais tellement déçu parce que je l'attendais, et la fin du spectacle arrive. Je fais, ah, bon bah tant pis. Et vraiment, non, c'est vraiment pas un spectacle. Ça n'a pas été très agréable comme visionnage, et je regrette parce que j'avais très envie d'aimer, vraiment, parce que du coup, il y a des chansons non mais il y a des chansons que j'adore, hein. Enfin, Tatou-moi, c'était pareil à l'époque. On a bassiné avec cette chanson, la symphonie qu'on a bourriné en radio et en clip. Enfin, et c'est bientôt la fin que j'adore aussi. Mais je sais pas, moi je suis vraiment passé à côté de ce spectacle. Moi, c'est un spectacle qui a une place très particulière parce que c'est le premier spectacle que j'ai vu sur scène. J'ai revérifié, hein, parce que j'ai ressorti mes tickets parce que j'avais un doute entre ça et Les Misérables. Donc, ça a été Mozart, Les Misérables et Rock of Ages à Londres. Voilà, en 1 mois et demi, donc pas mal. Donc, j'ai eu une excitation que je ne retrouverai jamais parce que c'est l'excitation des premières fois, voilà, de la découverte d'un spectacle sur scène et d'un spectacle musical notamment. Je suis pas quelqu'un qui allait beaucoup au théâtre étant enfant ou voir les spectacles, donc là c'était vraiment un truc assez fort pour moi. Je suis arrivée dernière minute, donc à peine assise. Je crois que ça ouvre avec Beethoven qui ouvre. Ouais, qui ouvre ça. J'ai pas très bien compris parce que c'est bien 10-15 minutes où ça parle. Voilà, où il y a le pape, où il y a plein de choses qui se passent. Je comprenais pas trop l'ancrage de l'histoire. Et là, il y a la première chanson pour moi qui est une des plus grandes chansons, qui est Penser l'impossible. Vraiment qui m'a prise, qui m'a prise direct et qui m'a fait durer les 2 heures du spectacle. L'arrivée de Mozart, voilà, c'est tout ce que j'aime. C'est-à-dire que le mec arrive de nulle part et il avait une classe folle, et je trouve qu'il arrive, voilà, je le revois s'agenouiller, quoi. Voilà, se faire la révérence pour se présenter. Et c'est un spectacle où il y a beaucoup de pas d'arrivée publique, mais de passage. En tout cas, j'ai un passage public dont je me souviens très bien parce que c'est un passage public avec Florent Mott sur Victime de ma victoire. Et moi, j'avais vu la version où l'orchestre était dans le public. Voilà. Et il se trouve que Florent Mott s'arrête devant moi quand il dit je suis perdu pour l'histoire. Il s'arrête devant moi et il me dit ça à moi.
Et donc là, mon amour pour Florent Mott a commencé, mon obsession pour Florent Mott, parce qu'après j'ai visionné toutes les vidéos sur Florent Mott, toutes les les captations de comment on écrit le spectacle de Mozart. Viens que je vais dans la maison de Dovatia pour écrire les chansons. On passe voilà les petits week-ends ensemble. J'ai vu toutes les vidéos sur Mozart. J'ai compris aussi, c'était vraiment ce que j'aimais dans le spectacle, c'était l'immersion publique et le fait que on avait des artistes qui étaient capables d'incarner des personnages et nous faire croire qu'ils étaient ces personnages. Moi, je trouve que Florent Mott, c'est la star du spectacle. Salieri, c'est la star du spectacle. L'artiste, je vais l'appeler l'artiste qui joue Mozart parce que je suis incapable de prononcer son prénom. J'étais un peu déçue vocalement, mais ayant vu le spectacle plusieurs fois, il s'est vachement amélioré au fil du temps. Après, il a des chansons qui sont quand même hyper dures. Ouais. Voilà, on va se le dire, il a quand même, je pense, les chansons les plus dures. Donc moi j'aime tout. J'imagine qu'il y a plein de défauts, mais je trouve c'est hyper rock. J'aime beaucoup la variété des chansons. Les personnages féminins sont super. Voilà, elles sont un peu, c'est des femmes. Voilà, j'aime beaucoup la femme dans toute sa splendeur, un peu malicieuse, un peu espiègle, voilà. Finalement, c'est pas trop l'histoire de Mozart que je retiens. C'est Mozart à travers les yeux de Salieri, beaucoup. Donc voilà, j'aime beaucoup c'est bientôt la fin, c'est super pour clôturer ça. La chanson avant celle-ci où Mozart meurt, je ne sais plus comment, Vivre à en crever, l'envolée de la fin avec Mozart et Salieri, elle est dingue. Donc voilà, je l'ai vu plusieurs fois, je l'ai vu en mode symphonique, c'était toujours aussi bien. Et je regrette ces temps de spectacle où Florent Mott n'est plus dans les comédies musicales. En tout cas, il m'a beaucoup déçue dans Le Roi Arthur. Voilà, on pourra s'en parler dans un autre podcast, mais quelle déception, vraiment. Non, sublime Mozart. Voilà. Je vais essayer de tout dire d'un coup pour pas reprendre le micro comme à chaque fois en dernière minute. Donc, Mozart, l'opéra rock. J'y suis allée à reculons la première fois. Je n'avais rien entendu de ce spectacle à part Tatou-moi et je ne savais même pas que ça faisait partie d'une comédie musicale. Je voyais juste un garçon qui avait l'air un peu déjanté, qui chantait cette chanson que je ne comprenais pas forcément parce qu'elle n'était pas encore inscrite dans la narration. Après, j'ai compris les paroles. On m'a dit, en fait, c'est donc mon compagnon qui m'a dit qu'il allait voir ce spectacle avec sa famille. Et j'ai dit, bon, bah, ok, j'ai rien à faire, je me prends une place last minute. J'étais même pas assise avec eux. Et en fait, ça a été une vraie surprise. Vraie surprise. Après, je me souviens juste pour l'anecdote à l'entracte, j'ai mis un post Facebook, je crois, où j'avais dit ah super Mozart. Par contre, alors je savais pas que Michelangelo Conte était italien. Et j'ai mis par contre Mozart, il a l'accent de Michal de la Starac. Et au début, ça m'avait un peu perturbée. Mais du coup, ouais, vraiment très bonne surprise. Je me souviens donc de cette première fois où je l'ai vu, où il y avait des moments qui ont été très rapidement enlevés après, notamment celui où les muses parlent à Mozart sur un écran, qui était très étrange. Ils ont bien fait de l'enlever. Après, avec le recul, je trouve évidemment des défauts, et notamment, et je sais que ça fait pas l'unanimité, mais les scènes de comédie avec Yamin Dib, qui sont sympas, mais parfois trop longues et lourdes et qui viennent un peu casser, je trouve, le spectacle. Je comprends aussi la critique sur le fait qu'on comprend pas parce que ça va très vite. Effectivement, la narration va très vite. Mais pour moi, c'était vraiment un spectacle qui était moderne, frais, un peu irrévérencieux, pour le coup, qui portait très bien son nom d'opéra rock, notamment grâce à ses interprètes. Et voilà, parce qu'il y a des spectacles derrière qui se sont adjoints le terme d'opéra rock, que c'était pas toujours très justifié. Je ne vise personne. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, Mélissa Mars aussi, un plus, hein. Bim Bam Boum, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas cette chanson. Moi, j'ai trouvé qu'elle était assez sympathique. Son arrivée était... c'est vrai que ça s'inscrit pas bien dans l'histoire, mais je trouvais ce passage sympa avec la petite choré un peu robotique. Gros coup de cœur pour Salieri Florent Mott, hein, on se cache pas, gros coup de cœur.
Le bien qui fait mal, là, sa symphonie, j'écoutais ça en boucle. Et Le bien qui fait mal aussi, j'adorais la chorégraphie, bon, un peu ambiance sadomaso, on va pas se le cacher, mais avec les décors qui étaient utilisés comme instruments, c'était super joli, je trouvais. Euh, voilà. Et sinon, je voulais aussi dire que j'avais vu ce spectacle, encore une fois, les dernières à Bercy. Et j'avais été hallucinée par l'accueil du public. En fait, à l'extérieur de Bercy, on avait l'impression qu'ils attendaient des rockstars. C'est-à-dire, ça hurlait, ça attendait sur les côtés du parking, là, de la sortie des voitures, comme si c'était Céline Dion. Ou, enfin, vraiment, c'était très étrange. Et ça, pour le coup, l'engouement du public, je l'ai pas forcément retrouvé après sur d'autres spectacles. J'ai l'impression qu'il y a que celui-là qui a rendu les gens un peu fous, hein, on peut se le dire. Bon, moi, je rejoins Chloé sur pas mal de choses, puisque j'étais là, même si on n'était pas assis à côté, la première fois, elle a vu Mozart, et effectivement, je l'ai pas vu autant qu'elle, mais je l'ai vu entre 5 et 10 fois, je pense. Mais effectivement, c'était, alors, j'ai pas autant aimé que Le Roi Soleil pourtant, mais bon, c'est à l'époque, il y avait que ça à se mettre sous la dent, et c'était quand même hyper agréable de le voir. Enfin, c'était quand même un très très beau spectacle. Je trouvais qu'il y avait une esthétique très intéressante. Il y avait beaucoup de risques dans la distribution. Enfin, déjà, rien que le fait de prendre Melissa Mars, qui à l'époque était une artiste un peu underground, qui faisait des super belles chansons, et j'ai trouvé que c'était un vrai plus de la voir parce qu'elle avait ce côté un petit peu diaphane, barré, à part, qui était vraiment hyper intéressante. Maëva Méline aussi, qui était très chouette, qui est la voix actuelle de Réponse. Claire Perrault, qu'on avait pu voir dans Cabaret. Solal aussi, qu'on a pu voir dans d'autres spectacles. Enfin, il y avait quand même une distribution très très forte. Comme disait Claude, des super chansons. Bah, effectivement, Le bien qui fait mal, je trouve que c'est une chanson qui était incroyable. Comme disait Flo, justice pour les chansons coupées. Hein. Quand le rideau tombe de Solal, qui est incroyable. Pareil, on nous donne les 3 premières mesures et pif, on nous la coupe. Mais ce qui était intéressant, et c'est pas que le cas avec Mozart, mais avec pas mal de spectacles à l'époque, c'est que les spectacles n'étaient pas figés comme peuvent l'être à Broadway, où on a des previews et après hop, le spectacle il bouge plus. Et ben à Paris, les spectacles à l'époque ils changeaient. C'est-à-dire que comme disait Chloé, ben, les muses elles ont disparu. À la base, la fin c'était Debout les fous. Ils ont composé C'est bientôt la fin, qui était beaucoup plus catchy et positive après. Sur la première année, Sa symphonie, la scénographie était très basique. C'était vraiment Florent Mott face à un mur un peu rouge, ça clignotait, il n'y avait pas de choré. La saison d'après, bim, on nous a rajouté plein de danseurs. Et enfin voilà, les spectacles à l'époque, eh ben, on écoutait un petit peu ce que disaient les spectateurs. Parce que je me souviens à l'époque que Sa symphonie, tout le monde attendait un grand tableau et que pif, il n'y avait que Florent Mott tout seul. Et quand ça avait été fait en saison 2, ben là, on s'est dit, ah ben en fait, finalement, c'est chouette. Bon, malheureusement, c'est pas sur la capta. Mais voilà, c'était intéressant de voir que même l'intégrale, bah voilà, vas-y qu'on te rajoute 6 chansons inédites. Bon, après, on est déçu de pas être dans le spectacle, mais c'est vrai que non, c'était intéressant parce que c'était toujours en mouvement. Je trouve que la fin de l'acteur était très, 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 très forte sur Je dors sur les roses avec ce tambour et ses pétales. C'était incroyable. Ce qui n'était pas forcément le cas la fin de l'acte 2 m'avait moins touché pour le coup. Et La place Je passe, qui est pour moi un tube un peu à l'image de celle d'Emmanuel Mort dans Le Roi Soleil. Bah pareil, cette deuxième chanson de l'acte 2 de Michelangelo Le Conte qui était mais incroyable, qui te mettait une pêche, encore plus quand il y avait l'orchestre live. C'était vraiment, vraiment, vraiment fou. Donc non, vraiment, c'était un super spectacle. Alors effectivement, Mozzarella, Mozart n'est pas là, on s'en passerait de ce genre de blague. C'était vraiment trop axé, genre on va faire rire les enfants et ça devenait un petit peu lourd à la fin. Bon, il en fallait, mais ça reste quand même un spectacle très quali. Et il faut noter que le chorégraphe était américain, il s'appelait Daniel Stewart, et il a quand même chorégraphié The King and I, Footloose, How to Succeed in Business Without Really Trying. Enfin, voilà, il était quand même. C'était intéressant de faire rentrer quelqu'un qui était pas Reda ou pas Kamel Wally, voilà, quelque chose de différent. Et par exemple sur Le bien qui fait mal, c'était incroyable parce que c'était vraiment autre chose qu'on voyait et c'était très rafraîchissant. Alors moi, je dois avoir un truc contre les opéras rock parce que j'ai pas du tout accroché, comme pour Starmania. Alors comment dire, je pense que c'est un peu comme pour Ève-Marie avec Le Roi Soleil, c'est que en fait, je ne sais pas forcément dire pourquoi je n'ai pas aimé, dans le sens où je respecte totalement l'énergie des artistes qui étaient plutôt de très bonne qualité, les costumes, les chorés étaient très intéressantes. Il y avait de quoi que ça fonctionne, mais j'ai pas été touchée par les chansons, je n'ai rien compris à l'histoire, donc j'aurais presque pu faire CTRL-C, CTRL-V de ce qu'a dit Flo. Mais pour autant, j'en suis pas ressortie en me disant ah c'était nul, etc. C'était en me disant bon bah c'est un beau spectacle, mais je n'ai simplement pas été touchée. Mais effectivement, je rebondis sur ce que disait Chloé, j'ai été sidérée par le fan following, j'ai envie de dire, parce qu'autour de moi, alors peut-être que ça m'a peut-être un petit peu gâché le spectacle, ça hurlait à côté de moi, surtout pendant les chansons, mais Florent Mott. Et donc, voilà, je regardais ça avec un peu de recul et je me suis dit, mais je suis passée mais complètement à côté.
Et voilà, c'est dommage. Non mais enfin je te rejoins un peu Stéphanie, mais oui moi aussi je suis totalement passé à côté, mais je suis d'accord. Il y a plein de qualités en fait. Je trouve que la mise en scène est hyper cinématographique, puisque du coup c'est Olivier Dahan qui a réalisé La Môme et récemment Simone, le biopic sur Simone Veil, qui a une patte en fait que moi que j'aime beaucoup en tant que cinéaste, et ça se ressent aussi sur les décors et de Mozart l'opéra rock. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui est, on le disait sur d'autres comédies musicales comme Les Dix Commandements, de cinématographique, où il y a une vraie volonté de faire quelque chose avec ces décors et cette scénographie. Et ça, par contre, je reconnais que c'est une des très grandes forces du spectacle, où il y a il y a beaucoup de choses qui se passent sur scène, mais c'est toujours hyper à propos, hyper bien fichu. Donc ça, je peux pas lui reprocher. Mais moi, je reste vraiment à côté de enfin, je suis vraiment passé à côté de ce spectacle. Et vraiment, je regrette, parce que du coup, mon moi d'il y a très longtemps adorait les chansons, et en fait, quand j'ai découvert pour ce podcast, j'ai été hyper déçu, et moi, ça m'ennuie un peu. Enfin, mais je reconnais qu'il y a une énergie des artistes. Vraiment, ils donnent tout. C'est trop bien. Enfin, c'est super bien, mais moi, j'ai pas réussi à rentrer dedans, vraiment, et je regrette énormément. Ouais, moi, ce que je retiens encore, c'est le collectif. Vraiment, là où il y avait pas de star, Mozart était censé être le personnage. J'ai trouvé que non, les 5 artistes qu'on avait sur scène portaient. Et il y avait ce truc de troupe, de tournée un peu de, comme tu disais Chloé, de rockstar, l'arrivée bus complètement folle, en ayant beaucoup regardé les vidéos de création. C'est beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de créatifs réunis, collaborant, se rechallengeant sur chaque idée. Donc ça, j'ai beaucoup aimé aussi les coulisses de la création, et de savoir au final, voilà ce que ça donne, comment ça part, ce que ça donne. J'ai été surprise de voir que Florent Mott a quand même mis, je sais pas, 20, 30, 40 prises pour boucler la Sainte Symphonie. Il n'y arrivait pas. Il trouvait pas le bon ton, la bonne énergie. En tout cas, Dovazia était pas satisfait. Et j'ai cru comprendre qu'il voulait carrément abandonner. Et ouais, parce il était pas du tout dans le ton que voulait Dovazia. Et puis la dernière a fonctionné. Tout ça, voilà, moi, en ayant vu pas mal de vidéos et eu des informations dans ce sens-là, je vois que le collectif a beaucoup, beaucoup aidé je trouve, au succès du spectacle. Et voilà. Et puis, faut rappeler aussi que c'était une des premières comédies musicales françaises à être diffusée au cinéma. Enfin, du coup, parce que on parlait justement de ce côté rockstar. Je pense c'est un spectacle qui a eu tellement de succès qu'ils se sont dit, on va passer la captation au cinéma, chose qui se faisait pas avant. Et ça s'est fait bien. Enfin, sur des spectacles après, je crois que 1789 avait eu droit aussi à une diffusion cinéma. Mais Mozart, je crois, a vraiment été une des premières comédies musicales françaises à avoir le droit d'être diffusée en salle. Et c'est là que je trouve qu'il y a vraiment un engouement populaire, c'est que pour que des salles se diffusent ce genre de spectacle sur grand écran, je trouve ça assez incroyable. Alors, on a beau penser ce qu'on veut du spectacle, mais c'est vraiment précurseur, parce que maintenant on a beaucoup de captas qui passent au cinéma. Enfin, je pense justement, je disais que 1789, et en anglo-saxon on avait Kinky Boots aussi en France qui a été diffusé au cinéma. Mais Mozart a vraiment, je pense, mis le pied à l'étrier pour ce genre de pratique. Il faut pas oublier, pour info, que Mozart, c'est 1,5 million de spectateurs, c'est 700 000 albums vendus, et c'est des tournées en Asie triomphales, et comme vous parlez de fan addiction, entre guillemets, bah, c'est encore le cas aujourd'hui quand on parle aux chanteurs qui vont faire ces spectacles en Asie, ils nous disent encore, mais que quand ils vont là-bas, ils ont l'impression de se retrouver en 2010 à la sortie du Palais des Sports avec des fans qui leur jettent des ours en peluche, des roses, des cadeaux, chose qui se fait plus du tout chez nous maintenant, mais qui se fait encore en Asie. Donc le spectacle encore aujourd'hui, il fait ça le comble là-bas avec des nouvelles distributions, mais c'est intéressant. Quoi qu'il y en a d'anciens qui reviennent d'ailleurs, je crois. Mais donc c'est fou de voir qu'il y a encore un public fervent. Mais je pense que si ça revenait en France, ça remarcherait. Toujours en parlant du public, moi je me souviens que ça me gâchait un peu les fins de spectacle, le fait que de plus en plus tôt, ils couraient devant la scène et notamment le Lacrimosa. Je pense que, alors oui, du coup ça me renvoie sur un autre point de Mozart l'opéra rock. Ce qu'il faut saluer, c'est qu'il y a quand même pas mal de morceaux de Mozart qui jalonnent toute la comédie musicale. Voilà, donc pour ceux qui aiment la musique classique, ils s'y retrouveront un peu avec les compositions de Mozart. Et le Lacrimosa qui arrive à la fin, qui est quand même le morceau de Mozart que tout le monde attend. Et là, il y avait les fans, il y avait une cavalcade, on entendait le bruit derrière, on aurait dit un troupeau d'éléphants qui se ruaient devant la scène. Et je trouve que ça gâchait un peu la fin du spectacle. Et d'ailleurs, à ce propos, je trouve que ça aurait fait une belle fin, le Lacrimosa.
Mais je comprends que, en accord avec toutes les autres comédies musicales françaises de l'époque, on a envie de terminer sur une note positive où on dit, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil et il y a de l'espoir, partout. Mais, le Lacrimosa et la mort de Mozart, je trouve, auraient fait une très bonne fin, à ce spectacle. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur Mozart l'opéra rock? On peut peut-être dire que Allez viens, c'est bientôt la fin. Ça sera le mot de la fin pour Thomas. On a terminé avec ce tour d'horizon des comédies musicales françaises des années 90-2000. C'est déjà la fin de cet épisode. J'étais ravi d'en parler avec vous. En tout cas, merci de m'avoir accompagné. Musical Avenue, le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. On est sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Ocha, Podcast Addict. Vous pouvez également écouter les épisodes ou lire les articles des chroniqueurs de Musical Avenue sur notre site musicalavenue.fr. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, c'est toujours sympa, on aime bien, et puis pour être averti de la sortie des derniers épisodes surtout, et ou à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, ça nous fait toujours plaisir. En tout cas, nous on prend toujours autant de plaisir à enregistrer ces épisodes tous ensemble. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour parler de la carrière d'un réalisateur que beaucoup de gens connaissent, Rob Marshall, à l'occasion de la sortie du live action La Petite Sirène. Merci à tous les 4 en tout cas de m'avoir accompagné, et puis à la prochaine. Ciao. On peut se dire que l'irrémédiable, avec le temps, peut réunir l'oubli. Avec l'amour pour vous retenir, juste laisser un peu d'espérance, à peine murmurer sous un silence. Mais il y a l'inacceptable qui vient tout bousculer, une erreur de là-haut qu'on n'a pas demandé. Mais il y a l'inacceptable en plein vol foudroyé, et qui vient tout reprendre, tout ce qu'on vous a donné, et vous laisse comme une impression d'inachevée. On peut se dire que l'inconcevable peut arriver un jour sans faire de bruit et tout bouleverser sans vous prévenir. Même si attendre, parce que quoi qu'on fasse, pousser le mur au bout de l'impasse. Mais il y a l'inacceptable qui vient tout bousculer, une erreur de là-haut qu'on n'a pas demandé. Mais il y a l'inacceptable en plein vol foudroyé, et qui vient tout reprendre, tout ce qu'on vous a donné, et vous laisse comme une injustice, une injustice inacceptable. Mais il y a l'inacceptable en plein vol foudroyé, et qui vient tout reprendre, tout ce qu'on vous a donné, et vous laisse comme une impression inachevée. Inachevé. Inachevé. Non, inachevé.